Je dirais que la campagne Trump a fait campagne à gauche de celle de Harris-Biden. Puis, aux dernières nouvelles, Dick Cheney était le diable incarné avec l'administration. Oui, c'est ça, Bush, puis la gauche était complètement anti-Dick Cheney. Puis là, soudainement, on était... Je pensais jamais voir le jour où je voyais Bernie Sanders, Taylor Swift et Dick Cheney du même bord. Au secours, ouais, c'est ça, c'est totalement improbable. Si Bocoté l'avait dit ça, je vais deviner tes positions, t'es historiquement de gauche, mais là, la gauche t'a profondément déçu, puis là, finalement, elle se démantèle devant tes yeux. Puis tu c'est ça qu'il t'a dit? Il m'a dit ça avant qu'on commence l'entrevue. C'est enregistré, c'est vraiment un segment où il me fait une psychoanalyse quasiment, juste de « wow, ok, t'es comme un peu tombé dans le mille ». Peut-être connaissez-vous Jason Bajada comme auteur, compositeur, interprète ou encore comme podcaster. Il a parti son podcast qui s'appelle Bajada Dialogue. D'ailleurs, il m'y a reçu il y a un peu plus de 2 ans. C'est comme ça que moi, je l'ai découvert. C'était vraiment une conversation super riche parce que c'est un gars ouvert d'esprit, curieux et qui est capable de reconnaître ses torts. Donc, c'était vraiment, vraiment enrichissant. On a vraiment apprécié cette discussion-là. On est devenus amis et il s'est dit, ce serait bien un jour que j'aille à ton podcast. Alors, ça a eu lieu. Il est venu chez moi et comme c'était mon dernier invité de l'année, on a fait une rétrospective de l'année 2024. Une grosse année. Bienvenue dans mon studio, c'est ça? C'est parti? C'est parti. C'est un honneur. Oh, oui, mais Colin, la dernière fois, on était j'étais ici, mais t'étais pas là. Fait que là, on peut se faire ça en personne. Puis je me disais, je réalise que c'était ma dernière entrevue que je fais cette année. Wow! Ouais, parce qu'après, on part en voyage 3 mois avec les enfants. Puis je pense pas que ça va être vraiment possible. En tout cas, c'est sûr que ce sera pas dans le format balado que je connais. Puis je me suis dit, ça pourrait être le fun de... ensemble, un peu comme faire un retour sur l'année qu'on vient de vivre. Il me semble que ça a été une grosse année. Il s'est passé plein d'affaires. Le Bitcoin a explosé. Trump est rentré au pouvoir. Tu sais, il y a comme... J'aimerais ça que tu me dises, vite de même, là, puis je sais, je te prends de court, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Qu'est-ce qui t'a marqué cette année? S'il y a une affaire qui ressort de 2024, qu'est-ce que ce serait? Wow! À part ton enfant, bien sûr. Là, oui, pas forcément dans ta vie privée. J'ai un nouveau bébé. Oui. C'est drôle parce que j'écoutais Stéphane Bureau en m'en venant, puis il disait que c'est une année grand cru. Puis je trouvais que c'était un bon descriptif. Ouais. La chose, wow! La chose, je dirais que la tentative d'assassinat de Trump a fait en sorte qu'il y a eu puis on le voit maintenant se manifester, j'aime dire en anglais, un vibe shift, un culture shift. Il y a vraiment un shift culturel qui Est-ce qu'il y a eu lieu ici ou surtout aux États-Unis? Tu le ressens au Québec? Je le ressens pas au Québec nécessairement. Les gens, peut-être qu'ils le ressentent, en parlent pas ouvertement. Mais si on observe bien ce qui se produit, puis aux États-Unis, j'ai des amis à moi qui sont aux États-Unis. J'ai des amis qui voyagent aux États-Unis pour le travail. Un de mes amis qui fait de la réalisation, c'est des gros disques à Los Angeles, puis à Nashville. Il a remarqué le 6 novembre, quand il est arrivé à l'aéroport, il a dit « Wow, c'est la première fois que je vois des casquettes rouges. » Le monde s'affiche. Les gens s'affichent, puis c'est des jeunes, c'est des gens de tout background. J'ai une autre amie qui est comédienne, qui est à New York récemment, puis qui m'a dit « Wow, je vois plein d'Afro-Américains avec des casquettes rouges dans la rue. J'ai jamais vu ça à Manhattan. Fait que je pense pas qu'on le voit. En tout cas, même pas, je pense pas. Je sais qu'on ne voit pas ça dans les médias ici, nécessairement à Radcan ou à LCN ou je sais pas quoi, ou TVA, ou je sais même plus c'est quoi les médias. Mais il y a vraiment quelque chose qui se produit. Il y a une contre-culture. Puis, je crois qu'il y a eu plusieurs facteurs qui ont contribué à ça. Mais je pense que le principal, c'est la tentative d'assassinat où il y a eu des gens, même si on peut nommer Elon Musk, qui a fait... Il allait déjà supporter le candidat républicain, mais là, ici, il a fait... C'est officiel. All in, ouais. All in. J'écoutais Mark Andreessen en ce moment, qui est au podcast de Barry Weiss, Honestly, qui était à Rogan aussi récemment, puis c'est des épisodes... Mark Andreessen, c'est un des fondateurs... je pense qu'il était 2 fondateurs de Netscape dans les années 90 qui ont comme inventé le furteur, le browser web. Multimilliardaire, qui a supporté Clinton, qui a supporté Obama, qui a démocrate comme Elon. Là, vraiment, moi, quand je dis aux gens au Québec, des amis même, ou de la famille, mais Elon Musk, c'est un ancien démocrate. Puis Kennedy. Oui, les gens ne savent pas. Puis je leur dis, non, il a voté Obama, c'était son héros.
il y a comme il y a un mouvement de gens qui étaient très Bernie Sanders. Oui, c'est ça. Qui étaient très anti-establishment, qui étaient très Russell Brand, qui étaient très Occupy Wall Street. Ouais. Qui se sont collés à Bernie Sanders, qui ont été déçus du fait que la machine démocrate Clinton corporate a tassé un candidat qui était... De façon assez évidente que c'était malhonnête, là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont été frustrés de la façon que ça a été fait. Oui, en 2015-2016, il y a eu cette frustration-là, qu'il y avait un candidat qui avait le vent dans les voiles, qui remplissait des stades, qui avait un engouement, qui avait une chance de battre Trump aussi. Puis qu'ils l'ont tassé, puis finalement, on connaît la suite. Ouais. Puis même chose s'est produit en 2020 avec Bernie encore. C'est ça. Puis Biden, pour donner la chance aux coureurs, c'est une administration qui se voulait plus centriste, plus, bon, on va aller rejoindre les gens, l'unité. Puis, ben, OK, on donne la chance aux coureurs, mais c'était un flop, un fiasco total, monumental. Puis ils ont fait la même chose cette année avec Robert Kennedy Jr., que pour moi était prometteur. Ouais. Puis je veux juste souligner, je trouve ça dommage qu'on soit toujours obligé de dire « Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais... Tu sais, on dit ça de tout dans la vie, mais de l'autre bord, on le dit pas. Fait que dès que tu dis Robert Kennedy Jr., c'est comme « Oui, mais... mais c'est un anti-vax. C'est un fou. Ben, premièrement, ça l'est pas, mais c'est un fou. C'est puis ça, qu'est-ce qu'il a fait en 92? Il a fait de l'héroïne. Je suis comme « OK, mais on peut-tu juste regarder les bons côtés aussi? » Puis je pense que il y a beaucoup de gens au Québec qui sont et dans le monde, qui sont incapables de nommer les bons coups de l'administration Trump en 2016, de faire « Écoute, je suis pas un fan, mais ça, c'était bien, j'ai aimé ça de l'administration Biden, ça, j'ai moins aimé. » J'avoue que j'aurais de la difficulté à penser avec l'administration Trudeau en ce moment, tu sais, de nommer un bon coup. Tu sais, je dois être honnête que de ce bord-là, je suis pas mieux, là, j'ai bien de la misère. Tu sais, on finit par être partisans. Oui, c'est du théâtre, c'est la WWF totale. J'ai jamais vu une élection. Il y a, en fait, même les analystes qui sont là depuis 50 ans à analyser la politique américaine, j'ai jamais vu un spectacle comme ça, deux tentatives d'assassinat, des démocrates qui s'allient, une coalition, c'était comme un... C'est ça, c'était carrément la... Enjoy the show. Enjoy the show. Puis il y a des gens qui sont pas capables de enjoy the show, sont trop frustrés ou dans leur narratif, puis il faut pouvoir prendre du recul, observer ça, puis dire... OK, il se passe quelque chose d'assez monumental, puis si t'es pas capable moindrement de recevoir le bon, puis de peut-être donner la chance aux coureurs, comme je disais tantôt, autant d'un bord comme de l'autre, ben voilà. Mais selon toi, tu penses... Parce que on en avait discuté quand il y a eu l'assassinat de Trump, on se textait, puis là, on voulait faire un truc, finalement, ça n'avait pas donné parce que c'est l'été, puis on était super occupés les deux. Mais oui, on sentait qu'il y avait comme quelque chose, puis il y avait aussi, je pense que l'urgence d'informer les Québécois, parce qu'on sentait qu'il n'y avait pas forcément une couverture médiatique neutre qui rapportait les faits d'une façon, en tout cas... C'est tout le temps avec un énorme biais quand on rapporte quelque chose par rapport à Donald Trump. Mais tu lis beaucoup en anglais, tu écoutes tes podcasts en anglais. Et en français, les deux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est tantôt, tu me disais, je sens qu'il y a comme un shift de culture... Puis je me suis dit, intérieurement, ça paraît que tu consommes beaucoup de nouvelles américaines parce que moi, je ressens zéro ça. Au Québec, c'est sûr, je le ressens parce que je vais consommer aussi de la nouvelle ailleurs. Mais tu sais, si on parle vraiment de notre position géographique au Québec, on a quasiment minisé l'attentat contre Trump. D'ailleurs, c'était rarement écrit attentat. Là, il y avait tout comme une tournure de phrases qui allait comme vraiment banaliser le... Puis ben après, j'ai reçu ici Alexis Cossette-Trudel qui, lui, disait que c'était 100% organisé, c'était stagé, puis ça faisait partie du grand plan. T'sais, il y a comme plusieurs perspectives aussi à ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir de ce moment-là, Trump est devenu vraiment favorable. C'est comme si là, les gens se sont mis à le voir comme un patriote, comme quelqu'un qui s'est relevé, comme une figure de... C'est comme si les gens se disaient, oui, là, je peux m'identifier à cet homme-là parce qu'il est courageux, parce que... Donc, supposons qu'il l'a organisé puis c'est arrangé avec le gars des vues. On pourrait comprendre parce que c'est vrai que ça lui a vraiment rendu service. Mais, bon, après, on peut débattre ou non si c'est organisé. Moi, j'ai pas une opinion vraiment ferme là-dessus. Mais selon toi, à partir de ce moment-là, on s'est mis à voir, comme Elon, des gens qui étaient démocrates, qui se sont ralliés publiquement à lui. Puis ça, je trouve que c'est super important parce que les gens réalisent pas que
Robert Kennedy Jr. est mais démocrate de famille. C'est la famille Kennedy, là, t'as pas plus démocrate. Obama le considérait dans son cabinet en 2008. Ça, c'est intéressant de sortir ce tweet-là parce que les gens vont comme faire ding, 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 ça marche pas. T'as dit ce tweet-là, le problème... Pardon, je veux pas t'interrompre. Non, vas-y. Mais le problème, on parle des médias québécois, mais les gens, puis je le dis depuis longtemps, les gens ne sont pas sur Twitter, les gens ne sont pas sur X. Ouais. Puis on en parle depuis des années maintenant. Moi, mon podcast, c'est un sujet qui revient beaucoup. Le déclin de la confiance des gens envers les médias traditionnels. On peut bien se boucher les oreilles puis faire là, ça n'existe pas, mais ça existe. C'est rendu entre 8-12% des gens qui font vraiment confiance aveuglément aux médias en Occident. Puis là, tu as Elon Musk qui était un champion de la gauche. Moi, je ne le connaissais pas, Elon, il y a 10 ans. Pas tant, je connaissais le nom, mais j'avais des amis musiciens, artistes qui partageaient les live streams de SpaceX, les lancements de roquettes, puis tout ça, puis qui disaient « Wow, ça c'est l'innovation, puis c'est le fun quand c'est dans notre équipe. Fait que les gens partageaient, c'est un génie, c'est incroyable, conduire une Tesla. Les voitures électriques, puis là, il a libéré les brevets, puis tu sais, comme il est extraordinaire. C'est ça, on aimait ce gars-là. Puis moi, je le connaissais pas. Quand je connais pas quelque chose, je me prononce pas. Puis là, soudainement, je me suis intéressé à lui, je pense que c'était pendant la pandémie, là, en 2021, 2020, 2021. Puis je l'ai aimé. J'ai adoré. Je le trouve vraiment intéressant. Il est définitivement not boring. Puis des fois, je suis d'accord, des fois, je suis pas d'accord, mais je trouve vraiment... T'es pas mal souvent d'accord. Je suis pas mal souvent d'accord. Maintenant, c'est devenu un modèle pour moi. Puis je me disais, si on donne la chance aux coureurs de faire « Wow, quelle voiture extraordinaire! Wow, est-ce que tu as vu ce gratte-ciel qui a atterri puis qui ont rattrapé la roquette? » Puis toute l'innovation qu'il fait puis qui veut guérir la non-voyance avec Neuralink puis tout ça. Ben, est-ce qu'il n'aurait pas peut-être, encore une fois, donné la chance au coureur lorsqu'il a acheté Twitter pour libérer la liberté d'expression, puis avoir du vrai journalisme, puis ne pas avoir de censure? On a vu ce qui s'est produit avec les Twitter Files. Je me dis, waouh, mais on devrait être de son bord pour ça. C'est une bonne chose. C'est quelque chose de très gauche, historiquement. Historiquement, oui. La liberté d'expression, puis pouvoir... avoir moins de censure. Mais pas du tout, même pas de censure. En ce moment, c'est pas du tout de gauche, là. L'eau, c'est la source de la vie. C'est pas pour rien qu'on appelle ça de l'eau de source. On est fait à 70% d'eau, donc c'est vraiment important pour moi de boire une eau qui est saine, qui est bien filtrée. Et plus que jamais, parce que là, on part en voyage du Québec jusqu'au Mexique, on s'en va en motorisé en famille. Alors, je voulais vraiment m'associer avec un produit dans lequel je peux avoir confiance et j'ai choisi la bouteille d'eau Purity qui vient avec un filtre ultra performant. Il ne filtre pas seulement le chlore et le fluor dans l'eau, mais aussi les métaux lourds, les traces de médicaments, les microparticules de plastique, les parasites et tout ce qui peut nous rendre malades dans le moyen, court ou le long terme. Alors, et surtout, je n'avais pas envie d'acheter plein de bouteilles de plastique parce que quand on voyage, c'est vraiment ça qui se passe. Puis moi, selon moi, le plastique, c'est vraiment ça, le fléau de l'environnement. Et c'est pas parce qu'une eau est en bouteille de plastique qu'elle est vraiment saine et bonne pour la consommation. Alors, avec cette bouteille, je peux avoir confiance que peu importe l'eau que je vais devoir boire, selon les circonstances, j'aurai confiance que je ne tomberai pas malade. Si vous êtes pour partir en voyage ou même si vous êtes au Québec et que vous n'avez pas envie de boire une eau qui est hyper chlorée, je vous recommande de profiter de mon offre de lancement. Avec le code promo, vous pouvez vous procurer la bouteille et le filtre pour seulement 108 $. Avant le 31 décembre, donc profitez rapidement de cette offre de lancement. Et ensuite, vous pourrez quand même vous procurer cette bouteille via mon site web qui sera au plein prix de 127 $. Même que, tu sais, la les valeurs ont complètement... Mais c'est ça, c'est intéressant parce que c'est pas la première fois que j'en parle, mais j'écoutais Robert Kennedy Jr. avec Tucker Carlson, puis le soir, il était à Mar-a-Lago, le soir des élections américaines. Puis Tucker faisait des entrevues avec plein de monde, puis il a fait un 30 minutes super intéressant avec Robert Kennedy, puis il disait dans le temps de mon oncle puis de mon père, le Parti démocrate était représenté, 70% des démocrates, c'était le peuple. Puis 30% des richesses au pays étaient chez les démocrates, puis 70% des richesses étaient chez les républicains. C'était là, les corporations, les gens riches, c'était les républicains. Puis il dit maintenant, ça a complètement inversé, c'est exactement l'inverse. Maintenant, 70% des richesses sont chez les démocrates, donc c'est vraiment des oligarchies. Puis 30% sont rendus chez les républicains. Donc, c'est pour ça que les valeurs se sont complètement inversées, puis c'est pour ça qu'on se retrouve à être des démocrates qui ont voté pour Trump, parce que
maintenant, on se reconnaît plus dans ces valeurs oligarches-là qui méprisent le peuple. Tu sais, ça a été très méprisant comme les médias se sont adressés aux électeurs de Trump ou à ceux qui allaient comme soutenir ses politiques, que ce soit par rapport à l'immigration, alors que c'est des questions totalement légitimes. Tu sais, je veux dire, si t'es un Américain puis tu vois que ton pays est envahi par des millions d'immigrants illégaux à tous les jours, t'as le droit là, de dire « je suis pas d'accord avec ça », mais on aurait le droit de le dire au Canada aussi parce qu'on vit la même situation. Ben, Hillary Clinton l'a dit en 2008. Tu sais, c'est des politiques qui étaient démocrates. Toutes les politiques, en fait... Le problème était-tu aussi accentué, quand même autant d'Hillary quand elle l'a dit? Ben, c'était juste, tu sais, tu dois apprendre la langue, tu dois devenir entrer par la grande porte légalement. Sinon, oui, c'était plus MAGA que MAGA en 2008 ou en 2004 avec les Clinton qui disaient carrément, tu sais, we will deport you. Carrément. Puis ils le disaient ouvertement dans des rallyes. Quand tu mais les gens ont la mémoire courte, ils oublient beaucoup. Moi, je dirais même que, puis c'est Jimmy Dore, un humoriste, podcaster, que j'ai entendu dire ça, puis j'ai trouvé ça absolument génial. La journée où Robert Kennedy Jr. a serré la main de Trump puis a annoncé qu'il sortait de la course pour appuyer Trump, malgré leurs différends. Puis il y avait une ovation derrière lui, puis là, Jimmy Dore il a fait pause sur la vidéo et il a dit « Écoutez-moi, c'est en train de me mind blown. » Mais en ce moment, tu as des MAGA, le Parti républicain qui est en train d'ovationner un avocat pro-environnement qui s'est attaqué aux pétrolières, qui a nettoyé la rivière du Hudson, qui a fait tellement de gros moves pour l'environnement. Là, tu as des MAGA qui applaudissent un pro-environnement. Je dirais que la campagne Trump a fait campagne à gauche de celle de Harris-Biden. C'est ça que... J'ai beaucoup réfléchi à ça. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de trucs qui faisaient du sens où, en effet, Trump, c'est le candidat républicain le plus modéré de l'histoire. Oui, c'est ça, malgré qu'on nous le pointe comme un extrémiste de droite. Là. Puis, aux dernières nouvelles, Dick Cheney était le diable incarné avec l'administration... Oui, c'est ça, Bush, puis la gauche était complètement anti-Dick Cheney. Puis là, soudainement, on était... Je pensais jamais voir le jour où je voyais... Bernie Sanders, Taylor Swift et Dick Cheney du même bord. Au secours, ouais, c'est ça, c'est totalement improbable. C'était hallucinant. Pour moi, ça faisait plus de sens. Tulsi Gabbard, Elon Musk, Robert Kennedy Jr., Vivek Ramaswamy. Cette coalition-là de gens brillants qui font Brett Weinstein aussi. Brett Weinstein, je veux dire, on peut en nommer plein. Il y a vraiment des gens brillants. C'est ça. Et aussi... Ce qui est intéressant, puis qu'on a souligné lors d'un podcast, je ne me souviens plus lequel, c'est que la campagne de Trump était très similaire à celle de Bill Clinton en 92. Ben, il avait pris le même Make America Great Again. Je pense que c'était Bill Clinton qui l'avait pris la première fois, non? Je ne sais pas. Il me semble. Mais Bill Clinton avait ce talent de parler à un vidangeur dans la rue, puis être très authentique avec les gens, la classe ouvrière. Puis ça, c'était le gros shift, en fait, c'est que le Parti républicain n'était plus le parti d'élite, n'était pas celle avec les célébrités, puis avec les institutions et tout ça. Puis, tu as Trump qui a fait une campagne qui était très, très proche de la classe ouvrière. C'est ça. Puis ce qui a fait en sorte qu'il a gagné le vote latino, qu'il a gagné le vote autochtone, qu'on ne parle pas beaucoup, à 65%, qui a voté de plus en plus, across the board, partout. Il a tout raflé. Fait que là, la position en ce moment dans les médias un peu je trouve ça atroce, là, mais de dire que, bon, là, c'est l'électorat qui est stupide, c'est les électeurs qui sont stupides, sont racistes, sont misogynes, n'étaient pas prêts à une femme. Ça va mal dans le monde. S'il y a 175 millions qui ont voté pour lui, ça montre à quel point le monde va mal. T'sais, on entend beaucoup ça, là. Au lieu de faire, mon Dieu, peut-être qu'on a mal compris ce qui se passait, tu sais. Oui, absolument. C'est d'aller sur le terrain, puis parler aux gens, puis écouter les gens, puis parler à cette famille latino, pourquoi ils ont voté pour Trump. C'est ça. J'ai un ami à moi qui est algérien, sa sœur habite en Caroline du Nord, et puis dans le milieu des arts, puis qui a dit, ma sœur, elle est algérienne, son mari est afro-américain, eux, ils ont voté pour Trump en 2016, ils ont revoté pour Trump en 2020, puis lui-même ne comprenait pas
il habitait ici au Québec, puis il se demandait sa sœur, mais c'est la femme la plus brillante, elle est médecin, comme il dit, je l'admire tellement. Puis là, finalement, je pense qu'il la comprend un peu mieux. Il a fait son chemin, ça y a pris plusieurs années. On y va chacun à notre rythme. Oui, tout à fait. Moi, le premier, je me suis trompé sur plein d'affaires, puis c'est libérateur de dire, je me suis planté sur telle chose. J'aime ça. Bien, puis on en a souvent parlé ensemble, comment c'est important d'être capable de reconnaître ses torts. Puis tu sais, je pense que c'est là où les médias traditionnels sont en train plus que jamais de creuser leur tombe, ou en tout cas, ils ont accéléré leur creusage de tombe, parce qu'il n'y a pas ce mea culpa-là que les gens attendent. Je pense qu'on est nombreux là, à trouver qu'il y a de la malhonnêteté intellectuelle dans la façon qu'ils rapportent les nouvelles. Puis tu sais, il reste plus beaucoup de journalistes à leur antenne qui rapportent ce qu'on parle en ce moment, tu sais, des Stéphane Bureau qui va ramener souvent God Mario bless Dumont. that man. Oui, vraiment, une chance qu'il existe. Mais tu sais, mais là, il s'est traité de complotiste. Puis là, il y a du monde qui vient de m'écrire, tu l'as eu en entrevue toi aussi, dans les commentaires sous mon entrevue avec lui. De toute façon, il est allé à ton podcast, il est complètement perdu, il est rendu complotiste, c'est un Trumpiste. Fait que là, pour certains gens, au lieu d'écouter, de se dire crime Stéphane Bureau, c'est quand même un journaliste qui est là depuis vraiment longtemps. Là. Il y a du métier, il doit avoir. Puis non seulement il y a du métier, mais il a prouvé à travers les années, il a gagné des prix, c'est un des meilleurs, là, c'est un des plus grands du Québec. Il est rendu qu'il travaille en France, il a travaillé aux États-Unis. Le gars, il a passé beaucoup de temps aux États-Unis. C'est aussi. Ça, il a habité aux États-Unis, il comprend la politique américaine. Donc, s'il est en train de relativiser, justement, il a beaucoup défendu l'électorat de Trump en disant c'est dommage qu'on soit aussi nombreux à ridiculiser ou démoniser les gens qui ont voté pour Trump, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi des gens, comme tu dis, extrêmement intelligents, scolarisés, tu sais, on a dépeint là, le typique qui vote pour Trump comme un peu l'édenté que Patrick Lagacé nous avait rapporté pendant la pandémie, là. Peu scolarisé, ils font ça là, dans le Journal de Montréal, je pense que c'est écrit le typique, le voteur moyen là, n'a pas comme ses études, n'a pas fait d'université, travaille, tu sais, comme vraiment genre le ridiculiser au plus haut point. Alors, au lieu d'essayer de comprendre son électorat, on continue. Moi, c'est ça, je me dis, là, ils vont voir maintenant qu'il est rentré aussi favorable. Il a gagné le vote populaire. Oui, ça, c'est important. Oui, ça s'est pas fait depuis c'est plus, 20 ans, je pense. C'est pas marginal maintenant. C'est que là, si tu t'attaques à l'électorat, tu dis, bien là, la majorité des gens ont choisi Trump. Ouais. De toute nationalité, de tout background. C'est ça. Il y a des Noirs, alors il n'est pas raciste. Il y a des femmes, OK, fait qu'il n'est pas misogyne. Surtout la classe ouvrière, tu sais. Puis c'est ça que le devoir de la gauche, puis je lui souhaite, parce que moi, je suis quelqu'un de gauche, historiquement. Traditionnellement, je suis quelqu'un qui vient de la gauche, puis qui a milité pour la gauche, tu sais. Fait que je souhaite que le parti redevienne quelque chose de pouvoir rentrer dans la chambre, comme on dit, au hockey ou au soccer ou quoi que ce soit, regarder le tableau, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est mal produit. Je suis convaincu qu'il y a des bons démocrates, puis il y a des bons, il y a des personnes qui sont là pour les bonnes raisons. Puis, je dirais même que Bernie Sanders, tu sais, je suis quasiment en train de me demander s'il a voté Trump. En ce moment, il est en train de dire, au moins, il est honnête en disant, Elon Musk a raison, le Pentagone n'a pas failed their audit, comment tu dis, leur... Mon Dieu, je sais pas. En fait, les budgets, ils ont tout checké, puis c'est comme complètement une catastrophe de... Comment tu dis? Ouais, c'est ça, ils ont échoué leur budget. Il a annoncé aussi qu'il était d'accord avec Robert Kennedy Jr. que sur le front de l'alimentation, de l'obésité, il y a vraiment du travail important à faire. Comment on peut ne pas être d'accord? C'est tous des trucs, le Doge, si on peut parler du Doge, je veux dire. Du Doge. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi. Veux-tu expliquer? C'est le programme d'Elon Musk. Elon Musk, lorsqu'il est rentré, quand il a acheté Twitter, a mis à la porte 80% des employés. Puis il a dit, il y a des gens qui ont des emplois puis ils servent à rien. Puis ils travaillent de la maison. Puis je pense qu'on est capable de faire un nettoyage dans cette compagnie-là. Puis fonctionner à 20%. Au pire, on a coupé un peu trop. Puis on va rengager des gens puis monter à 30, mettons. Ouais, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est un peu ça qui s'est passé. Puis là, il veut faire la même chose au niveau du gouvernement avec Vivek Ramaswamy, qui pour moi est, je veux dire, c'est une étoile filante du Parti républicain. Un mec très éloquent, brillant, jeune. Tu sais, si tu écoutes moindrement 30 minutes avec Vivek ou 1 heure en podcast, mon Dieu, c'est comme le Obama de la droite. Ouais, il est charismatique comme ça se peut pas. Puis là, ils vont faire une équipe, le Doge qui est
qui vient de la crypto-monnaie, le Dogecoin, qui est comme la crypto rigolote, si on veut, ou juste comme farfelu de l'espace. C'est comme le roi des coins farfelus. Puis que Elon Musk adore, c'est le maître troll, puis tu sais, il a toujours il aimait ça, rire du Bitcoin en disant le Doge, ça va être la vraie monnaie courante. Mais il faut toujours prendre avec légèreté. Ouais. Fait que là, il dit, il faut que je fasse la même chose au gouvernement. Puis là, il a dit, on va faire le Department of Government Efficiency. Fait que moi, je pense qu'il y a, bien sûr, Doge avec le chien. Mm-hmm. Mais là, comme pour revenir plus sérieux, c'est que c'est un sujet qui devrait intéresser la gauche et la droite et le centre et tout le monde. Mm-hmm. C'est qu'on est pas mal tous d'accord qu'il y a de l'abus, il y a du... d'argent qui se perd, de notre argent. Il y a beaucoup d'argent qui se perd, il y a du overspending au gouvernement. Ça, tout le monde devrait être emballé par ça, de dire on va rentrer, puis on va faire des entrevues avec les gens. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous avez accompli cette semaine? C'est quoi vos enveloppes, ils vont où? Puis au gouvernement américain, ils sont obligés de dépenser les enveloppes, même s'ils n'en ont pas de besoin. Fait que la dette est rendue à un niveau où les intérêts dépassent ce qu'on dépense en militaire. C'est hallucinant. Fait que Musk, en regardant ça, dit le pays est en train de faire bankrupt, faire faillite. Si on continue à ce rythme-là, il faut qu'on freine les dépenses au niveau du gouvernement. Puis je pense qu'on peut éliminer beaucoup, on peut jusqu'à 2 trillion dollars. Ça devrait intéresser tout le monde. C'est vraiment pas quelque chose c'est bipartisan. Là. Mais c'est ça que je comprends pas, en fait. C'est à quel point les gens sont tellement rendus avec une opinion forte qu'il y a des méchants puis des gentils, qu'on puisse être frustrés, pardon, ou en tout cas, ça me fasse réagir, entendre Robert Kennedy Jr. qui dit qu'il veut amener de la transparence concernant les vaccins, ou entendre ce que tu viens de dire, tu sais, qu'on peut faire sauver des trillions au gouvernement. Comment on peut ne pas être d'accord avec ça? T'sais, mettons, puis vraiment, là, il est très nuancé, Robert Kennedy. Je ramène moi, mon idole, c'est Robert, c'est pas Elon. Moi, j'ai des gros doutes sur Elon, puis ça fait, je le dis tout le temps, j'ai des gros doutes sur Elon. On pourra en reparler tantôt, mais pour moi, Robert Kennedy Jr., j'ai entendu aussi, c'est sûr qu'il y a du monde qui disent que, ah ouais, mais il faut se méfier, puis oui, il y a un passé douteux. Peu importe, le gars, il a 75 ans. Ouais, c'est correct de se méfier. Mais tu sais, il est super en forme, il s'entraîne, il n'y a pas 75, c'est pas vrai, là, j'ai exagéré, mais il est dans les 70. Puis tu sais, lui va représenter la santé, ça fait plus de sens que tous les ministres, tu sais, à un moment donné, il y avait un montage avec les ministres de la santé partout dans le monde qui sont tous obèses, morbides, là, tu te dis, OK, puis ils n'ont pas l'air en santé. Ils n'ont pas l'air en santé eux-mêmes. Puis là, ils représentent la santé. Alors que lui, ça paraît que la santé, il l'incarne. C'est important pour lui. Activité physique à tous les jours. Il a changé complètement son alimentation. Tu sais, ça paraît que c'est une valeur fondamentale dans sa vie. Donc, il demande, puis c'est très, très simple. Il dit, moi, je ne suis pas anti-vax. Là. Il dit, tout ce que je veux, c'est que si vous voulez vous faire vacciner ou vacciner vos enfants, que vous sachiez exactement ce que vous prenez. Puis après, si vous voulez le prendre, mais c'est votre choix, là. Mais tout ce que je demande, c'est qu'on fasse des commissions d'enquête, qu'on s'assure qu'il y a des études qui vont être commandées sans aucun conflit d'intérêt pour produire vraiment la documentation qu'on aurait dû avoir il y a très longtemps pour justifier pourquoi on est rendu avec 72 vaccins sur le calendrier de nos enfants. Ce qui est aux États-Unis, puis je pense que c'est sensiblement le même nombre de vaccins aussi au Canada. Puis pour moi, ça, c'est pas anti-vax. C'est ce que ça devrait être, la science. Comment ça, genre, qu'on est rendu à un point tel qu'on le même côté sceptique qu'on a envers Robert Kennedy Jr., on devrait appliquer aux compagnies pharmaceutiques. Puis ça, c'est tout le temps, c'était une des plus grandes batailles de la gauche, de dire, hey, là, c'est les compagnies pharmaceutiques qui dépensent pour commanditer un network de télévision entier, en MSNBC. Ouais. Les nouvelles sont présentées par Pfizer, les études sont présentées par Pfizer. Méga conflit d'intérêt. Puis après ça, j'ai adoré ce que Nicole Shanahan, aussi la VP de Kennedy, a dit. Elle a dit, moi, j'en ai rien... Ça m'a fait de la peine quand j'ai vu le ticker boursier de Pfizer descendre lorsque Trump a nommé RFK dans son cabinet. Il dit, moi, je veux le succès de cette compagnie-là, mais qui fasse les choses correctement, puis qui ne rende pas les gens malades dans ce complexe industriel de la maladie, puis de garder les gens juste assez malades, puis médicamentés. Puis c'est des milliards de dollars. Puis s'il y a un accident ou une blessure causée par le vaccin, ben contre eux. Oui, c'est ça. En ce moment, ils ont l'immunité. Là. Ils ont l'immunité, puis il n'y a rien à faire, puis il y a une raison pour ça. Puis en ce moment, juste le pardon en passant de Biden envers Fauci,
Il vient-tu de le faire? Ben, il annonçait qu'elle allait le faire. Je sais pas si c'est fait ou pas. pour son fils, mais je savais pas... Pour son fils. Puis là, ils font... Le petit maudit. Il faudrait regarder là, exactement c'est quoi. Mais il a annoncé qu'il allait faire un pardon à Fauci, alors que Fauci n'a pas été encore... Tu sais, c'est quand même assez... C'est scandaleux! Ah non, faut pas qu'il le fasse, mais il a pas le droit de faire ça. Écoute, c'est un film, j'ai pas plongé dans ce rabbit hole-là encore, mais j'ai vu de partout, il y avait 3 noms là, qui voulaient pardonner. Ben, je savais pour son Fauci. fils, déjà, ça a quand même fait réagir parce que c'est complètement absurde que tu pardonnes ton fils. Si Trump avait fait ça avec le sien, ça aurait été comme... Je pense que la Terre aurait arrêté de tourner, on aurait implosé, les médias seraient morts, auraient fait comme des crises d'épilepsie sur De la même façon que la Terre aurait arrêté si la tentative d'assassinat avait été envers Kamala Harris. Ah ben là, mon Dieu, oui, puis c'est là, clair. la Terre s'est clairement pas arrêtée, puis c'était un cycle de nouvelles pendant de 2 jours. OK, Biden-Fauci pardon, c'est super en anglais. President Joe Biden administration is reportedly considering issuing preemptive pardons to Dr. Anthony Fauci, the former head of the National Institute of Allergy and blah, 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 and other perceived enemies of President-elect Donald Trump. The move aims to shield them from potential retribution or legal prosecution by the incoming administration. Tu veux-tu traduire ce que je viens de dire? En gros, c'est un plan, mais c'est pas encore fait. C'est dans les intentions. C'est dans les intentions d'eux. Ouais. J'espère que ça se fera pas. Mais en fait, on pourrait même parler du sida, parce que Fauci est derrière la crise du sida. Tu sais, quand on voit le film, là, Dallas Buyers Club... Là, que j'ai vu cette année, d'ailleurs, grâce c'est à... lui le méchant dans le film, les amis. Tu sais, le méchant, c'est Fauci. Puis là, on est comme en train de faire un petit documentaire. En tout cas, moi, c'est un gentil monsieur, puis t'es un bon père de famille. Puis là, on nous fait passer comme un être extraordinaire. Grosse propagande, alors que c'est un crosseur de première. Excusez, mais je sais pas comment le dire autrement. C'est un criminel en position de pouvoir qui a menti délibérément à la population, qui a forcé des gens à aller se faire vacciner en nous disant qu'il était safe and effective alors qu'il ne l'était pas. Puis là, on serait en train de dire « Non, c'est pas grave. » T'sais, imagine à quel point ça montre au grand jour à quel point la justice n'existe pas puis à quel point il y a de la corruption dans le gouvernement. C'est comme s'ils se révèlent encore plus dans leurs intentions malhonnêtes. Ça peut pas être autre chose que malhonnête, selon moi. Oui, puis moi, tout ce discours-là, ça me rappelle 2008 avec... Oh, c'était 2008? Barack Obama? Non, 2008, Occupy Wall Street. Ah oui. Puis tout ce mouvement-là qui était, je veux dire, d'extrême gauche, si on veut. Tu sais, c'était juste... C'est du gros bon sens que maintenant, on peut plus dire ce terme-là non plus. Il y a comme cette manie de diaboliser des termes, que ce soit faire vos propres recherches ou que ce soit... en ce moment, c'est le bon sens. On peut pas dire bon sens. On n'a pas le droit de dire ça? Non, c'est parce que c'est je pense que c'est le slogan de M. Poilievre ou de Trump ou des gens qui disent est-ce qu'on peut utiliser notre bon sens parce que ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de bon sens qu'on peut dire ça fait plusieurs fois que tu le dis, là, on va être censuré sur YouTube. Qu'un homme peut être enceinte et ainsi de suite. Fait que là, il y a des gens qui se disent est-ce qu'on peut utiliser notre bon sens? Est-ce qu'on peut ne pas castrer de jeunes enfants? Puis c'est d'utiliser son bon sens. Fait que là, en ce moment, c'est le nouveau terme depuis quelques mois qui est... Intouchable. Intouchable. Voilà. Oh mon Dieu Seigneur. Mais dans quel monde on vit? Ben, l'émission de bureau, Le Monde à l'envers, moi, ça c'est une autre phrase que j'utilise de plus en plus. Je trouve vraiment que sur chaque sujet, je me dis, OK, ça va être le sujet qui va rallier tout le monde ensemble, puis ça ne l'est jamais, dernièrement. On l'a pas écouté, Le Monde à l'envers. Mais c'est la moi non émission. Plus. Ben, juste le titre de l'émission, je veux dire, moi, c'est ça que j'observe depuis quelques années, c'est Le Monde à l'envers sur tous les sujets. Je me dis, je suis pas de droite, je suis pas de gauche, j'essaie juste d'avoir un esprit critique. Puis je me dis, bon, moi, je pense que c'est ça. Puis avant même de voir l'opinion publique, je vois l'opinion publique, je dis, ah shit, je suis encore à côté de la traque. Je suis encore contrarien. Je suis pas contrarien parce que j'ai envie d'être contrarien. Je parle à des gens, j'écoute des débats, je suis intéressé par tout. Puis t'es toujours dans la marge. Tu tombes tout le temps dans la marge? Presque toujours. Je suis pas mal... Quand je fais la boussole électorale sur le site de Radcan avant chaque élection, je suis en plein dans le milieu. Puis je pense que... C'est possible d'être à ce point centriste. Je pense que je fuck avec leur algorithme. Oh, ouais. T'as fucké l'algorithme. Il essaie de t'envoyer d'un bord ou de l'autre, puis moi, j'arrive un peu dans le milieu, centre-droite. Ouais. Puis ça me fascine parce que c'est... Ce qui me fascine le plus, en fait, au Québec, oui, il y a la bulle, oui, il y a la langue, mais il y a la communauté artistique. Puis moi, c'est ça qui... Toi aussi, tu gravites dans la communauté artistique. Ben un peu, c'est ça que je fais, oui, c'est mon métier, c'est faire de la musique, mais je trouve ça anormal
de voir que des artistes qui sont les rebelles originaux, les OGs, qui sont censés être rebelles, qui sont censés s'attaquer au système, puis... Remettre en question les grandes compagnies, l'establishment, voilà. fuck the system. Puis je regarde ça, je trouve ça anormal que 100% ou 98% des artistes, que ce soit au Québec, mettons, dans l'humour, dans la musique, dans l'art visuel, tout ça, tout le monde semble être du même bord. Surtout, je me dis, c'est la chose rebelle à faire, selon moi, si tu embarques sur un stage, dans un festival, au Franco, au Chiaga, est-ce qu'il y a quelqu'un, que tu sois d'accord ou non, mais est-ce que quelqu'un est capable de mettre le drapeau israélien? Tu sais, je veux dire, c'est facile d'aller faire Free Palestine. Mm-hmm. Est-ce que tu as vraiment réfléchi à ce conflit-là? Est-ce que tu es game de faire quelque chose qui va vraiment aller contre le narratif le narratif? La même chose avec Trump. Est-ce qu'un artiste, est-ce qu'il y a une Taylor Swift, est-ce qu'il y a un Hubert Lenoir ici au Québec qui est game de porter le MAGA hat dans un show? Hubert Lenoir, c'est drôle. Je dis n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un que tout le monde connaît puis qui est un peu... fuck you de nature. C'est qui le nouveau? Parce qu'en ce moment, les 18 à 34 ans sont de plus en plus conservateurs. C'est ressorti. J'en ai parlé à Rémi Villemur à mon podcast récemment. Puis je me pose la question. Puis quand tu vois Charlie Kirk sur les campus universitaires aux États-Unis, puis que tous les jeunes ont des MAGA hats, puis il y a comme un rébellion, puis ils trouvent ça cringe, le wokisme de leurs parents. Il y a un mouvement. Puis mon ami qui était à New York récemment, mon ami qui était à Nashville, puis à Los Angeles, à l'aéroport, disait... Je vois beaucoup de jeunes avec des MAGA hats. Puis il y a comme un... Mais ici, au Québec, on le voit pas encore. Non. Je dis pas le MAGA, là, c'est pas... Mais non, juste avoir un petit peu plus d'anti-autorité, ou des valeurs plus dites conservatrices ou plus de droite. Ouais, ou juste comme challenger les slogans vides. Que les gens utilisent juste naturellement. Puis, on a observé avec toute l'histoire des sépultures autochtones, que ça, c'était un scandale très silencieux, mais que ça n'a pas eu lieu, finalement. Mais ça, j'avais essayé d'apporter de l'attention là-dessus, que ça n'avait pas eu lieu. Là. Mais tout le monde s'est penché là-dessus, comme c'était BLM, comme c'était notre Black Lives Matter à nous. J'en ai parlé à Hélène Buzetti à mon podcast de ça. Puis c'était comme on avait besoin de notre cause sociale. Puis là, tout le monde a fait « Oh mon Dieu, c'est tragique », tout le monde a partagé. Mais alors que c'était pas vraiment fondé, puis qu'il y avait pas vraiment de preuves, on n'a pas déterré les corps. Tu sais, quand tu creusais un peu, c'était pas si évident que ça qu'il y aurait eu vraiment de l'abus. C'est de ça que tu parles? Oui. Puis au final, il n'y a pas... Moi, je dis tout le temps, il devrait y avoir une alerte Amber de « Hey, on s'est trompé dans les médias. Hey, on s'en trompe au gouvernement. » Juste pour le savoir, parce que si on a lu quelque chose, puis on pense que c'est ça, on fait une minute de silence au Centre Bell, puis là, pour ça, puis que ça devient le BLM de Justin Trudeau. Mais au final, si après ça, il y a un journaliste qui fait « Hey guys, il n'y avait rien finalement, on n'a pas fait l'excavation, c'était pas vrai, ci puis ça. » Mais c'est de là aussi que je peux défendre mon précieux Elon, que je trouve que Puis on a parlé la première fois qu'on s'est rencontrés, moi j'étais très enthousiaste face à Twitter, puis son achat, puis son acquisition. Puis le système de community notes sur Twitter est exactement ce que je recherche depuis des années. Puis lui se fait community noted des fois. Oui, tout à fait. Les gouvernements se le font. C'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Voilà, c'est que s'il y a un gazouillis, s'il y a un post... s'il y a un post, en fait, que tu vois passer, bon, puis c'est une information, puis tu es d'accord, là, tu likes ou tu repartages une nouvelle, que ce soit, bon, là, on parle des sépultures autochtones, tu sais, on fait « Oh mon Dieu, ça n'a aucun sens, je le repartage ». Bien, il y a un consensus qui doit se faire sur un post. Le remettre dans un contexte. Le remettre dans un contexte et aussi dire si c'est, on va utiliser le terme désinformation, mais si c'est une fausseté, si c'est un mensonge, si c'est vrai ou non. Il faut qu'il y ait un consensus de gens de droite, de gauche, de partout sur le spectre politique pour déterminer si Puis après ça, si c'est pas vrai, ben peut-être une semaine et demie plus tard, moi je reçois une notification comme quoi que le post que j'ai liké à propos de ça, vous avez liké un post, il y a un community note, voulez-vous la lire? Tu lis. Puis c'est un peu l'équivalent dans le temps, mettons tu lisais une nouvelle dans la Gazette ou la presse ou quoi que ce soit. Puis là, quelques semaines plus tard, il allait corriger, on s'est trompé à ce niveau-là dans tel article, mais personne ne le voyait, ça, parce que c'était pas efficace. Alors que là, c'est hyper efficace. Moi, ça m'arrive d'être emballé par quelque chose, de les liker, puis je reçois une semaine et demie plus tard, finalement, ça, c'était pas vrai, fait que je me suis trompé, je suis plus près de la vérité. C'est pas vrai, mais des fois, ce qui est intéressant des community notes, c'est que tu peux lire
les gens, mettons, vont remettre dans le contexte, dire oui, ça a été dit, par exemple, mais dans tel contexte où il s'était... Mettons, j'ai l'exemple qui me vient, c'est Hillary... c'est quoi son nom? Pas Hillary, Harris. Kamala Harris, pendant sa campagne électorale, quand on l'a elle déjà a oublié. dit... Oui, c'est ça, elle était à ce point marquante. Quand elle a dit pendant un rallye, quelqu'un a dit « Jesus is King », puis qu'elle lui a répondu... c'est pas bon rallye. Ouais, je pense que « You are the wrong rally, it's the other one down the street ». Puis... dans les community notes, parce que ça donne un exemple pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il était écrit... C'était un groupe pro-vie qui était là et donc qui manifestait dans son rallye parce qu'elle est à fond pour l'avortement, qui manifestait contre ces politiques. Et donc, quelqu'un a crié « Jesus is King », mais elle répondait probablement plus au fait que c'était le groupe... Oui, pro-vie. Alors là, ça remet dans le contexte. Oui, en fait, absolument. c'est ça qui est intéressant. Je suis pas en train de dire que son commentaire était bien vu puis que c'est franchement ridicule de dire ça à quelqu'un qui vient de dire « Jesus is King », mais ça permettait de contextualiser. C'est ça qui est intéressant. Un autre exemple de ça, c'était, je pense, Biden, quand il était en train de faire campagne, il a dit, il avait fait un tweet comme quoi on a créé le plus grand nombre d'emplois dans l'histoire des États-Unis ou notre administration. Il y a de plus en plus d'emplois. Bref, on a un grand succès à ce niveau-là. Et puis, après ça, il a été community noted, comme quoi que c'est sûr, parce que pendant la COVID, tout le monde a perdu leur emploi. Puis là, quand ils ont retrouvé leur emploi, ils ont compté ça dans le bilan. Oui, mon Dieu, ça paraît bien dans un bilan. Fait que là, tu as le président des États-Unis qui se fait community noted par autant la gauche, la droite. Tout le monde devrait arriver à un consensus de dire cette nouvelle-là est fausse ou elle est flouée par une information manquante. Puis ça, je trouve que c'est, oh mon Dieu, ça fait des années que je parle que ça prend l'alerte Amber, ça prend la notification de dire tu as lu telle affaire, là, il y a une correction. Puis là, X permet de faire ça, permet d'être plus près de la vérité. Et les gens qui capotent un peu avec, tu sais, on a vu les gens désertent massivement X pour aller sur Blue Sky. Ça, Blue Sky? Oui, hein? Il me semble que c'est ça, oui. Ouais. Et dans le fond, j'ai vu, puis tu l'as sûrement, c'est peut-être même toi qui me l'as envoyé, il y a plein de monde qui me l'a envoyé, mais c'était une vidéo aux États-Unis ou je sais plus, genre MSNBC ou whatever, là, puis c'était les nouvelles, puis ils analysaient le rapport d'usagers sur X, républicains et démocrates. Puis on voyait qu'avant que Elon Musk achète, c'était réserve des chiffres, mais grosso modo, c'était autour de 70% démocrates, puis un genre de 30% républicains. Et là, c'était rendu 48-47%, donc pratiquement égal. Et ça, c'est insoutenable pour les démocrates. Ils ne peuvent pas tolérer d'être soudainement dans une salle où c'est 50-50. Et finalement, ils se sont mis à déserter massivement puis se sont ramassés sur Blue Sky. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce réseau-là? T'es-tu allé dessus? Je suis pas allé. Ben, j'ai aucun intérêt. X, pour moi, c'est le seul où je passe du temps pour m'informer à propos de multiples sujets. C'est l'application numéro 1 des nouvelles dans le App Store. Là, Elon Musk avait partagé ça. Ça m'a surpris, mais je suis allé voir. Puis oui, en effet, je trouve ça tragique que les gens... Puis je l'observe au Québec surtout, mais aussi aux États-Unis. Mon cousin habite aux États-Unis, il n'y a pas X, il n'y a pas... Okay. Puis je me dis... au Québec, il y a beaucoup de gens n'ont pas X. Là. Il n'y a personne. Personne ne sait même c'est quoi. Je veux dire, j'ai plein d'amis, ils me demandent, mais là, c'est où tu vois ça? Je dis, mais c'est parce que l'affaire qui me fascine, ça, c'est un autre sujet. J'ai posé la question à plusieurs personnes, mais les gens sont indignés par le fait qu'ils ne voient plus leurs nouvelles sur les plateformes Meta au Canada, à cause d'une loi de Justin Trudeau, je ne sais pas quoi, comme quoi que si tu veux aller voir la BBC ou le NPR ou Radio-Canada ou la presse ou Urbania même sur Facebook, tu peux pas. Tu peux pas mettre le lien, il va disparaître instantanément. Il va disparaître, même si tu vas sur leur page, ta voix, ça dit tu ne peux pas lire ceci au Canada. Comme Libre Média, on ne peut pas aller sur leur page, même des médias assez indépendants. Voilà, fait que c'est quelque chose qui est assez fâchant, je comprends pour quelqu'un qui utilise cette plateforme-là. Mais moi, je compare ça, je l'ai répété souvent, à tu es à un restaurant puis ils ne te permettent pas de voir le menu. On s'en était déjà parlé, mais vas-y. Bref, tu arrives à un restaurant, ils ne te permettent pas de voir le menu, tu chiales, tu lances tes fourchettes dans les airs. Puis là, l'autre bord de la rue, il y a un autre restaurant qui te permet de voir le menu et mieux manger, que là, je comparais à X. Les gens, ils disent « Non, je ne vais pas là-bas, j'aime pas le propriétaire. » C'est comme, bon, ben là, je veux dire, tu te tires dans le pied, c'est toi le pire, c'est voilà l'expression. Moi, quand
je me logue sur X pour aller m'informer ou aller voir ce qui se passe ou voir un humoriste qui a dit ou m'intéresser à la finance, quoi que ce soit, je vois les posts du New York Times, du Journal de Montréal, de la presse, de la BBC, puis je les suis même pas. Il y a des médias que je suis pas, puis je les vois quand même parce que quelqu'un a commenté, puis il n'y a rien de caché, il n'y a rien de censuré. Puis je me dis, ben comment est-ce que la gauche a réussi à virer ça comme quoi que c'était une mauvaise chose. Ouais, c'est démoniaque. Là. C'est démoniaque de pouvoir d'aller lire mon article du BBC ou de me faire un fil d'actualité qui est selon mes intérêts. Sur mesure, j'ai envie de voir un peu d'architecture, un peu de gear de guitare, un peu de médias de gauche. Envoie-moi tout ce que tu veux. Puis les gens refusent même là d'y aller. Puis pour moi, c'est un autre complètement, je veux dire, mind blown, mindfuck. C'est de la grosse propagande. Je comprends pas. J'essaie de comprendre depuis des années, puis je comprends pas. Ça, t'as pas trouvé encore. Je pense qu'il n'y a rien à comprendre. Je pense que l'ingénierie sociale derrière ce mouvement-là est très, très, très forte. Tantôt, j'ai comme un flash pendant que je t'écoute parler. Tu nous as parlé quand même de la communauté artistique. Je trouve ça intéressant de... Bon, t'es critique là, quand même par rapport... Là, c'est parce que tu viens de parler d'humoriste. Je sais que tu adores l'humour. Puis passionnément. Passionnément, oui, c'est ça. Tu m'en parles à chaque fois qu'on s'est parlé. Fait que je vois que c'est vraiment quelque chose qui est présent dans ta vie. Est-ce que tu as été déçu de... Dans les dernières années, on s'entend que la communauté artistique ne s'est pas tellement positionnée contre les mesures en place. Puis encore à ce jour, tu verras jamais un humoriste aller dire qu'il supporte Donald Trump ouvertement. C'est quoi? Comment, toi qui es dans la communauté artistique, comment tu le vis? Es-tu déçu de ta clique un peu? Ben, je te répondrai en disant que c'est pas ma communauté. J'y crois pas vraiment parce que encore là, il y a une diversité d'opinions dans une communauté. Ben là, il n'y a pas vraiment de diversité. Non, c'est ça, il n'y en a pas. Puis moi, j'habite dans le bois avec ma famille. Je suis profondément amoureux de mes enfants et de ma femme. Et puis, je vis le parfait bonheur à couper des bûches pour mon feu. Puis je fais de la musique où on veut que j'aille faire de la musique. Je fais des entrevues quand on me demande d'aller faire des entrevues, puis ça me fait plaisir. Mais je passe pas de temps dans les lancements de programmation, puis les 5 à 7. Puis je suis pas en train de chiller avec des musiciens. Tu sais, j'ai plein d'amis de différentes sphères. Fait que je fais pas vraiment partie de la communauté. Après ça, je vais dans un party d'audiogramme, tu sais, parce que c'est ma maison de disque, puis c'est le fun, puis on parle pas nécessairement de ça, là, tu sais, on mange les bouchées, on prend un petit verre, puis hey, c'est bon ton nouvel album, puis tu sais, c'est très, très en surface. Après ça, je me permets au podcast de recevoir des gens, avoir des discussions. Oui. Est-ce que ça fait jaser un peu? As-tu des retours par rapport à qui tu reçois? Tu as quand même reçu Éric Duhaime. As-tu fait jaser? Oui, j'ai pas, tu sais, je sais pas par qui exactement. J'ai un de mes amis qui est dans le milieu qui disait, il était au Festival d'été Québec cet été. Puis ça jasait après le show backstage avec une bière à 4 heures du matin. Hey, le podcast de Bajada, il est rendu pas mal extrême droite, je sais pas quoi. Alors que je venais juste de recevoir Ruba Gazal de Québec solidaire. C'est la co-porte-parole. Ils ont tous des noms. Mais j'avais reçu Boc Côté la veille, tu sais, fait que... Parce que tu vas partout dans le spectre. Ben j'essaie, tu sais, j'essaie. Puis c'est ça, lui, il dit, tu sais, c'était très facile pour moi de te défendre. Je dis, tu avais besoin de me défendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, quelqu'un a juste dit ça. Puis il dit, as-tu écouté le podcast de Jason? Tu sais, est-ce que tu entends à quel point il est nuancé puis qu'il pose des questions puis il est juste comme bon sens? Puis non, ça finit là pour cette altercation-là. Mais sinon... En fait, c'est juste d'avoir... Tu sais, la personne ne l'avait sûrement pas écouté. C'est ça aussi, tu sais, je l'ai vu énormément. Là. Une amie collègue depuis quasiment 20 ans me disait, dans notre ancien milieu de travail, comment les gens continuent de me juger, même si je travaille plus là. Puis là, tu sais, elle disait qu'elle s'en venait, on allait souper ensemble, je sais plus quoi, qu'est-ce qu'on allait faire ensemble. Puis là, il y a comme une des collègues qui fait... Ah, mon Dieu, tu t'en vas, tu sais, comme avec cette indésirable, alors que, tu sais, c'était mes amis, là. C'était toute ma gang, mais là, tu sais, je suis rendue vraiment l'indésirable. Puis elle disait, mais voyons donc, tu sais. Puis là, cette personne-là, il répondait, elle est tellement fermée, Héloïse, tu sais. Puis mon ami lui répondait, je peux pas croire que tu trouves qu'Hélo est fermée. C'est probablement la fille la plus ouverte d'esprit que je connais, tu sais. Puis là, tu sais, je disais à mon ami, j'étais pas besoin là, d'essayer de me défendre, tu sais. Puis là, tu sais, c'est ça qu'elle leur dit, mais avez-vous écouté ces entrevues? Ouais, non, mais j'ai vu elle a reçu un tel, là, puis j'ai vu un clip, ouais, c'est ça. Puis juste le fait que j'ai reçu, je sais pas, là, mettons, Alexis Cossette, j'ai reçu des indésirables, tu sais. Fait que, ah non, mais tu sais, puis ses idées sont faites, puis là, ça sert à rien, en fait, de parler avec les gens qui sont convaincus
qui nous ont mis dans une boîte, on est méchant parce qu'on ramène des nuances. C'est le simple fait de vouloir nuancer, de vouloir pas aller dans les étiquettes, de pas tomber dans ces fameuses boîtes de extrême droite, puis extrême gauche, puis... Tu sais, ça sert à rien. C'est pour ça que... Tu sais, mon chum le vit aussi, puis c'est pour ça, juste avant qu'on commence, tu sais, il va pas forcément parler énormément de ce que je fais. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, si ça s'y prête, il va le faire, mais on choisit un peu nos combats, puis on est conscient que le Québec a tellement plusieurs années de désinformation, d'endoctrinement, de propagande, que tu pars de vraiment loin. Fait que, tu sais, de juste t'amener en disant, vous savez, Trump, il est vraiment pas si pire. Déjà, ça, c'est outrageous, là. Tu sais, les gens font une crise d'apoplexie. Fait que là, tu sais, tu pars de loin. Fait que je pense qu'il faut vraiment comme choisir. Je trouve ça dommage que toi, pour moi, qui est une figure de nuance et d'ouverture d'esprit, puisse même être associé à de l'extrême droite parce que tu as parlé avec Éric Duhaime. Tu sais, c'est grave qu'on soit rendu là. Éric Duhaime, c'est un cas particulier. Moi, pendant des années, je me faisais dire que c'était un infréquentable, c'est une pourriture. Puis je le connaissais pas. En plus, il est homosexuel, fait qu'il devrait quand même rallier la cause quand même des LGBTQ, mais ça n'a pas... Mais tu vois, je l'ai reçu au podcast, puis je le connaissais pas. Je connaissais pas Éric du tout. J'ai jamais écouté... Tu connais pas ses politiques non plus? Ou... Ben, je me suis intéressé avant mon podcast. J'étais allé écouter ses entrevues, puis voir où il se positionnait, puis tout ça. Puis après, on a eu une discussion, puis qui était une très, très bonne discussion au final. Puis j'ai des gens qui m'ont écrit. C'est un peu comme quand j'ai reçu Boc-Côté, il me disait, moi, j'ai plein d'artistes qui m'écrivent « Hey, merci de faire ce que tu fais, mais moi, j'ai pas le droit de me prononcer. Il y a des artistes, que je nommerai pas, bien sûr, mais qui m'ont dit « Wow, j'ai écouté Duhaime en voulant l'haïr. » Puis ils n'ont pas réussi. Puis finalement, je pense que je vais voter pour lui. Ah wow, OK. Ouais, j'avais deux, trois noms. Puis écoute, moi, c'était pas mon but d'essayer de convaincre. J'ai juste comme apprécié ma rencontre avec cette personne et c'est tout. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui, tu sais, je pense que j'ai eu un commentaire, quelqu'un « Why the fuck t'as reçu plateformé cette personne-là » ou je sais pas quoi. Okay. Mais la personne, mettons comme pour Boc-Côté, c'était la même histoire. Mais le lendemain, j'ai reçu Ruba Gazal de Québec solidaire, puis j'étais allé au bureau de Québec solidaire. C'est eux qui ont demandé, ils voulaient être à l'émission. Okay. J'étais honoré, tu sais. Je disais, let's go, on va jaser. Puis je suis vraiment pas d'accord avec plein de choses de cette plateforme, mais sauf que on est des humains, puis il faut qu'on puisse se parler, tu sais. Puis elle était super sympathique. Ruba, mais t'as-tu vraiment, permis quand même de la challenger sur les choses où t'es pas d'accord? Moi, j'étais un peu intimidé, parce que je me dis, c'est une politicienne, ça fait 20 ans, elle est à veille d'être co-porte-parole avec Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Puis je me dis, c'est sûr qu'avoir ses arguments, elle va être béton, elle va être solide, ça va être comme elle va peut-être complètement me démanteler. Puis j'avais chaud là avant. Ouais. Puis finalement, tu sais, puis je dis ça, c'est pas méchamment, mais c'était probablement la politicienne, la personne la moins impressionnante que j'ai eu la chance de rencontrer. Puis elle a dit la phrase, moi, qui me chicote depuis 1 an, je la répète, je la dis, ce qui me chicote le plus chez les gens, tu sais, on a parlé de Trump, Harris venait juste de nommer son choix de VP, Tim Walz. Puis c'est ça, j'ai dit, mais comment que t'expliques, on a parlé de politique américaine, j'ai demandé comment que t'expliques que Trump en ce moment est en train de gagner du terrain dans les communautés noires, les communautés arabes, les communautés juives, partout il est en train de gagner du terrain, les latinos, les autochtones. Puis elle a répondu, ce qui m'a déçu, elle a juste dit « Ah, dis-moi, je comprends pas comment tu peux être une minorité visible puis voter pour Trump. » Puis cette phrase-là, puis je dis pas ça méchamment, non, mais ça résume très bien le problème. Ça fait 20 ans que tu es en politique. Puis tu dis, puis je connais plein de gens qui disent ça sans y réfléchir, mais je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut être pro-vie. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut justement voter Trump si c'est une minorité visible, etc., etc. On peut en nommer plein. Mais cette phrase-là, est-ce que tu as essayé de comprendre? Si ça fait 10 ans ou 5 ans que tu dis « je ne comprends pas », tu as YouTube dans ta poche. Tu sais, tu peux aller écouter la personne, pas l'édenté, comme tu dis, mais la personne la plus brillante qui est capable de défendre la position contraire à la tienne, puis pour la comprendre, puis après ça, mieux faire ton travail. Exact. C'est juste ça. C'est juste ça que je demande de n'importe qui. Comme Stéphane Les meilleurs Bureau. débatteurs, c'est ça. Ben Shapiro, c'est un bon débatteur parce qu'il est capable de prendre la position de l'autre côté, puis après ça, il peut démanteler son adversaire. Oui, il comprend, mais il a l'intelligence de faire ça, puis c'est ça. Ben oui. Puis Stéphane Bureau disait, le seul danger qu'il y a à faire ça, c'est que tu pourrais changer d'opinion. Ben oui. C'est le seul danger. Tu sais, ça va pas effondrer ta personnalité, tu vas pas
tu vas pas te répandre à terre comme une flaque, tu sais. Je la comprends, moi, la gauche. Je viens de la gauche, fait que je comprends Noam Chomsky, puis j'ai tout écouté, tu sais, j'ai écouté Bernie Sanders des heures et des heures. Noam Chomsky dans les dernières années. Oui, mais c'est ça. Mais tu comprends? Moi, je comprends pas Noam Chomsky. Mais j'écoute, puis après ça, je fais « OK, intéressant, je comprends ce que tu dis », mais je suis plus d'accord avec Vivek Ramaswamy. Je suis plus d'accord avec... Je trouve que, ça, il y a des arguments béton. Ça me surprend moi-même parce que de nature, si on me dit Duhem, c'est un cave, je suis très influençable, dans le sens que quand je faisais partie de la communauté artistique, puis tu veux faire partie de la gang, mais tu vas avec le flow. Je me souviens, Urbania avait engagé Duhem pour faire une chronique à toutes les semaines, un moment donné. Puis là, il y a eu un court-circuit à travers tout le collectif artistique, comme comment pouvez-vous... Catastrophe. Puis je pensais un peu comme ça, parce que je me disais, ben là, tous mes pères, mes héros disent la même chose, fait que je vais aller dans cette... C'est tough, là, sortir de ce courant-là, puis tu veux pas sortir nécessairement. On est bien dans ce courant-là, endormi, là. Mais quand j'ai reçu Éric, je me suis dit, pour moi, il était beaucoup plus impressionnant que quelqu'un que j'aurais peut-être voté il y a 10 ans pour Ruba Gazal ou pour... Je me fais, ben finalement, tu sais, fiscalement, il est peut-être conservateur un peu, socialement, il est de gauche. Comme tu dis, c'est un homme gay. Ça serait... Pourquoi que la gauche ne dit pas, hey, on a l'occasion d'élire notre premier ministre gay? Fait que, tu sais, il y a plein de choses, des contradictions qui tiennent plus au final. Puis Bocoté l'avait dit, ça. Il dit, je vais deviner tes positions, tu es historiquement de gauche, mais là, la gauche t'a profondément déçu, puis là, finalement, elle se démantèle devant tes yeux. Puis c'est ça qu'il t'a dit? Il m'a dit ça avant qu'on commence l'entrevue. C'est enregistré, c'est vraiment un segment où il me fait une psychoanalyse quasiment, juste de « wow, OK, t'es comme un peu tombé dans le mille ». Mais c'est parce qu'on est nombreux, comme ça, être apatride ou à plus trop. On est nombreux. La quantité de gens que je reçois ici, hier, j'étais avec Philippe Langlois, politologue, qui disait, moi, j'étais de gauche toute ma vie. J'ai toujours été de gauche, militant de gauche. Mais je suis encore de gauche. Pour moi, Robert Kennedy Jr., c'est de gauche. Mais c'est ça, c'est comme si la gauche a complètement changé ses combats, en fait. Puis c'est là où on se retrouve à se rallier plus derrière des politiciens qui sont dits de droite, mais qui quand même, finalement, c'est comme si ça ne veut plus rien dire. Ben non, j'ai toujours été anti-censure, j'ai toujours été anti-establishment, j'ai toujours été contre les surdépenses gouvernementales, puis pouvoir regarder, OK, il y a les fameux pots de vin, c'est exactement ça en ce moment. Contre la corruption, là, je vois pas comment on peut être pour. J'ai toujours été contre la guerre. Pour moi, l'administration Trump a fait un 4 ans. Tout le monde disait qu'elle a déclenché la Troisième Guerre mondiale. C'était l'époque la plus pacifique, je veux dire, au final... Mais je suis aussi, autant que j'aime ça, puis je suis obsédé par la politique, je trouve qu'elle prend trop de place dans tout en ce moment, puis je m'ennuie d'une époque où on parlait moins de ça. Mais là, je vois que c'est partout. Puis c'est vraiment un muscle à travailler, à développer, de prendre du recul, puis c'est pas grave au final, parce que quand je me lève le matin, moi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un sourire au visage, puis la première phrase que je dis à mon fils, c'est « It's a good day to have a good day ». Puis je veux qu'il y ait des modèles optimistes. Pour moi, c'est pour ça que je trouve que Musk, dans toute son imperfection, fait plus de bien que de mal. Je trouve que... Pour l'instant. Peut-être. Oui, pour l'instant, absolument. Puis c'est pour ça que je trouve que Greta Thunberg est une figure complètement incompétente parce que elle n'apporte pas de solution. Puis pour moi, Boyan... I want you to be scared. Oui, c'est ça, c'est constamment ça. Puis là, elle est rendue dans Fuck Israël, puis tout. Puis elle est rendue là-dedans? Oui, à fond avec, tu sais, je dis, dans le mouvement pro-Hamas et tout ça. Oh, wow. Okay, fait que là, je suis comme, OK, mais là, elle a complètement pris la débarque. Je trouve ça beaucoup mieux pour mes fils. Tu sais, de ne pas aller dans un rallye de Greta Thunberg, mais de voir ce que Boyan Sloyat fait, le jeune homme qui est en train de nettoyer les océans, puis qui, au lieu de chialer et de dire « vous êtes épouvantable », lui, il a trouvé des solutions. Là. On trouve des solutions, puis c'est ça pour moi, c'est pro-humanité, pro-solution, il y a des problèmes, on peut les régler, on est incroyable comme espèce humaine. Tu sais, ce nihilisme qui est dans la société en ce moment me déçoit profondément. Le lendemain de l'élection américaine, le 6 novembre, moi, je me suis réveillé, puis on a fait la YMCA Dance dans le salon. Je vois de l'optimisme, je vois de l'espoir, je vois
Est-ce que ça va être parfait? Non. C'est Mais sûr. sauf que quand je vois ce qu'ils nomment Jay Bhattacharya, puis RFK, puis Tulsi Gabbard, pour moi, si Tulsi était dans la course du côté des démocrates, je souhaiterais que ça soit elle présidente. Une ancienne démocrate aussi, une Quelle autre, femme qui s'est extraordinaire, tu sais, ralliée. pour ceux qui disent on n'est pas prêt Puis pour c'est une femme aussi, tu sais, alors que le gars, on n'arrête pas de dire qu'il est misogyne, il a quand même rapidement nommé une femme dans un haut poste d'autorité. Là. Ben, c'est le premier aussi à nommer une femme chief of staff, Ouais. tu sais, avec Susie, comment elle s'appelle, Wiles? Je suis sûre. Mais oui, j'ai pas vu les féministes, tu sais, sortir puis faire « Wow, quel bon coup de Trump! » Tu sais, de nommer la première chef de staff mais pour si ça se trouve, les l'administration. féministes ne le savent pas, tu sais, parce que ces nouvelles-là sont pas rapportées. C'est ça qui est dommage. C'est qu'on est donc opprimés ici, mais sauf que Ouais. ces personnes-là n'ont pas nécessairement, ils n'ont pas condamné le Hamas quand ils violaient du monde dans un festival de musique. Tu sais. C'est tellement dichotomique, puis il y a des ça tient pas. Ça fait tu sais. quelques... Susie Wiles. Susie Wiles. Ça fait quelques fois que tu parles du Hamas, puis bon, Israël et tout ça. Moi, en tout cas, j'ai pas pris jamais aucune position, ni publique, ni dans le privé, parce que, selon moi, le conflit est extrêmement trop complexe pour que je sois capable de vraiment faire « Ah, c'est eux les bons et c'est eux les méchants. » De toute façon, basé sur mon expérience de vie, la guerre amène les humains à faire des horreurs. Peu importe ton bord. T'sais, j'ai été au Vietnam 2 mois dans ma vie, là, sur plus qu'un voyage, puis quand tu vois le nord, quand tu vois le sud, quand tu vois les cicatrices que les bombes ont laissées à leur pays, parce que c'est pas si longtemps que ça, fait que les arbres ont été plantés de façon très artificielle en rangée, là, fait qu'il y a des forêts sur des kilomètres, que c'est des rangées d'arbres, là, toutes bien cordées. Quand tu vois l'agent orange, que ça a eu comme impact, peu importe que ce soit les Américains ou que ce soit les bombes artisanales que les Vietcong ont fait, c'est lettre la guerre, tu sais. Alors là, en ce moment, on est en train de... On peut dire on va prendre pour Israël ou on peut dire on va prendre pour la Palestine, mais selon moi, c'est lettre. C'est laid. Il y a des gens qui violent sûrement des deux bords. Il y a des enfants qui se font tuer des deux bords. Il y a des... Fait que tu sais, je sais pas si prendre pour Israël, c'est mieux que prendre pour la Palestine. Tu comprends Moi, ce que je veux dire? personnellement, je crois, après avoir écouté de nombreux débats et de nombreux intellectuels s'exprimer de tout bord, tout côté, moi, je prends pour les deux. Tu sais, je prends pour... La paix, finalement. Je prends pour la paix, mais je prends pour... si je prends pour les Palestiniens, qu'une vie, c'est une vie au final, puis que c'est important de limiter les dommages collatéraux et tout ça de la guerre, parce qu'il y en a, mais là, on est collé sur un écran, on est exposé aux dommages collatéraux, puis c'est jamais arrivé dans l'histoire, là, de voir en direct, tu sais, les bombardements. Ouais. Mais pour moi, c'est peut-être une position, encore une fois, contrarienne, mais de prendre pour la Palestine, c'est être contre le Hamas. Tu sais, moi, je veux libérer la Palestine du Hamas. Je soutiens ça. Je crois que les gens aussi sont mal informés en disant qu'il y a un génocide d'Israël envers la Palestine. Pour moi, ça ne tient pas debout. Je suis prêt à me tromper, mais je crois que si le Hamas avait la position où il pouvait commettre un génocide, il le ferait en 2 secondes. On a vu ce qui est arrivé quand il y avait une petite fente, puis ils sont rentrés le 7 octobre. Je veux dire, leur but, c'était pas d'attaquer des bases militaires, là, c'était de tuer, violer des civils et mettre des enfants dans des... Je veux dire, les tuer dans leurs parents, les torturer, tout le kit. C'est épouvantable, tu sais. Puis il y a eu un silence radio après ça. Mais X en parle, c'est dur. Moi, c'est ça, j'ai de la misère à être confrontée à Mais ça ce que j'allais aussi. dire, c'est que la population palestinienne a augmenté encore cette année. Ah ouais. Israël, s'ils voulaient commettre un génocide, eux peuvent le faire avec un bouton, puis ils ont l'armement nucléaire. c'est sophistiqué à l'os, là, Ouais. leur armement. Parce qu'ils sont... Puis c'est considéré l'opération militaire la plus sophistiquée, la plus précise de l'histoire de toute guerre. Fait que c'est là qu'il y a comme une... Fait que selon toi, il n'y a pas un génocide qui est en train de se faire? Si t'es arabe, tu peux aller habiter à Israël. Il y a 2 millions d'Arabes qui habitent à Israël. C'est 20% de la population, même qui sont dans des positions de pouvoir au gouvernement, partout. Tu sais, fait que t'es Palestinien, tu peux aller travailler à Israël, tu peux. Tu sais, je veux dire, puis tu peux aussi critiquer le gouvernement israélien. Tu peux être dans la rue avec ta pancarte puis dire « fuck Netanyahou ». Alors que tu peux pas à l'inverse. Essaie de faire ça à Gaza, tu sais, critiquer le Hamas. Je veux dire, c'est Bon, fini, c'est là, fini, t'es off the building. Là, Mais t'as plus de tête, en fait. Non, c'est ça. Tu sais, puis après ça, je comprends, tu sais, que c'est des années de... Tu sais, ton père s'est fait tuer dans la guerre, puis puis là, tu vois des enfants de 8 ans avec des mitraillettes, puis qui se font endoctriner d'une certaine façon. Fait que je pense que, puis encore, je reviens à Musk, qui en a parlé à Lex Fridman, un moment donné, il a dit, tu sais, oui, c'est compliqué, puis oui, c'est touché, puis le danger, mettons, d'Israël, lorsqu'il réplique,
puis qu'il y a des dommages collatéraux, puis il y a des enfants qui meurent, et des parents et tout ça, ben est-ce qu'on crée plus de terrorisme avec, mettons, 5 personnes qui sont dévastées par cette perte-là de leur membre de la famille, puis l'endoctrinement, puis de vouloir les tuer plus de juifs, puis plus de civils, la vengeance, ce qui n'est jamais une bonne chose. Mais je pense qu'on aurait une perspective différente si on était dans un festival ici à Montréal, à Oshiaga, puis là, soudainement, il y avait, je sais pas quoi, moi, des Autochtones qui rentraient, puis qui violaient, puis qui tuaient tout le monde, quand c'est plus près de chez nous. Oui, c'est sûr. Puis aussi, moi, ce que je vois dans les manifestations anti-Israël, pro-palestiniennes, t'appelles ça comment tu veux, c'est qu'il y a beaucoup de « death to America »,« death à l'Occident »,« death to Canada ». Ouais. Mais je vois pas... Puis en plus, c'est qu'ils font ça chez nous. Oui, c'est ça. Death to Canada, tu vois des manifestations comme ça à Montréal, à Toronto. Fait que ça, pour moi, c'est un peu comme le restant de les 10 dernières années de on s'aime pas, on est donc méchants, on est... Soyons des tapis. C'est ça, fait qu'on est détestable et tout ça, puis il faut se remettre en question, puis les minorités visibles ont plus raison que si nous, on a la couleur de peau blanche. Oui, puis... surtout si t'es un homme, en plus. Mais là, ça, je pense que ça commence vraiment, il y a un shift qui est en train de se faire, puis on l'a vu avec le festival, où il y avait comme une soirée d'organiser en fin de semaine, j'oublie comment ça s'appelait, mais Muriel Châtelier qui a souligné que c'était épouvantable de dire que si tu arrivais sur le site, c'était comme un truc de fête, j'oublie comment ça s'appelle, le shake quelque chose. Puis si tu étais blanc, tu payais plus que si tu étais minorité visible. Non, pour vrai? Puis nous, ma blonde puis moi... Ici, au Québec? À Montréal. Puis on est en train de regarder en ce moment sur Netflix la Deuxième Guerre mondiale en couleur, tu sais, c'est vraiment bien fait, puis tout avec le footage. Puis tu vois, tu sais, des nazis avec une palette de couleurs, garder la peau du captif pour faire « Ouais, es-tu du bon bord ou du mauvais bord? » Puis là, l'événement a été cancellé. Parce qu'il y a eu de la grogne, il y a eu des gens qui ont dit c'est inacceptable. C'est de la discrimination. C'est de la discrimination, il faut arrêter. Là. Je veux dire, le milliardaire black, il va payer moins cher. Que là, c'est comme la couleur de peau, alors que c'est toute une situation socio-économique. Là, mais comment les gens ne voient pas le que EDI est en train de mourir, d'après moi. Walmart est en train de le faire. Comme il y a plein de compagnies qui sont en train de se départir du EDI. Au Canada, on est tout le temps 10 ans en retard sur tout. Au Québec, rajoute. Là, on parle de politique, mais... Je veux dire, moi, je le voyais dans le temps quand je faisais des shows au Québec. Je vendais des CD. Tu sais, mettons, il y a 15 ans, genre, je vidais des boîtes dans mes shows partout au Québec. J'allais à Sherbrooke, à Québec, à Rouyn-Noranda, you name it. Tu sais, je vendais des CD, des albums. Puis j'arrivais à Toronto, puis j'en vendais un dans une salle comble avec un rappel. Là, tu sais, Puis les gens me disaient... Ben, les gens n'achètent pas de CD ici. C'est comme... ils ont aimé ton show, mais c'est tout. Ils sont rendus au streaming, puis ils sont rendus... Puis... Quand je revenais au Québec, les gens achetaient des albums, puis c'était à mon avantage, j'aimais ça. C'était les dernières années. Les gens, ça m'aide aussi pour ma carrière, puis tout ça, d'acheter le vinyle, d'acheter l'album. Oui, c'est ça. Mais au Québec, il y a toujours un retard, puis c'est juste ce que je constate sur le terrain. Là. C'est pas méchant, c'est très objectif. Oui, c'est ça, tu l'as vu, t'en as été témoin. Ouais. On parlait de tes enfants, tantôt tu as survolé un peu ce que tu dis à tous les matins, tu as 2 jeunes garçons. Comment on parle de politique, tu disais j'aimerais ça que la politique ait moins de place dans nos vies. Les deux, on est des parents qui ont des jeunes enfants. Comment tu vis ça, d'être hyper conscient de la situation du monde, mais tu sais, vraiment politique étrangère, tu es très conscient de la politique américaine, tu as été très conscient aussi par rapport à la pandémie, on en a souvent parlé des vaccins et tout ça. Comment tu te positionnes dans ton rôle de parent face à éduquer de jeunes humains dans ce monde-là? Ben, j'ai beaucoup de travail à faire. Je sais pas, ils sont très jeunes en ce moment, fait qu'ils n'ont pas de compréhension. Ils n'ont pas... mon plus vieux a 2 ans et demi. En ce moment, ma seule éducation, le seul cours de vie que je peux offrir, c'est justement de se réveiller et être optimiste, puis de ne pas... De toute façon, moi, je pense que c'est fini. Notre ami Buck Angel disait qu'il faut régler ça avant que nos enfants soient trop vieux. Il a reçu à son 1 an un livre Anti-Racist Baby de Ibram X. Kendi. Puis on a juste comme... Après le party, on a ri de tout ça. Là, on l'avait. Là, on le passe de famille en famille comme à la blague. Là, mais pour moi, c'est comme à la garderie. Il ne voit pas il discrimine pas mon fils là, à 2 ans et demi. Puis à 1 an et demi, encore moins. Zéro discrimination. Puis on a des amis autant iraniens que juifs que arabes que...
pour lui, c'est les noms des personnes. Tu sais, c'est Adib, c'est Patrick, c'est juste... Il y a de toute pas... façon, ça veut rien dire à cet âge-là. En fait, c'est ça, c'est ce que je voulais dire tantôt, c'est qu'on crée du racisme parce qu'on s'est rendu que le focus n'est que mis sur la couleur de la peau. Et le focus n'est que mis sur l'orientation sexuelle ou sur... Tu sais, c'est comme si on nous réduit à une orientation sexuelle puis une couleur de peau. Fait que tu parles de discrimination. C'est là où je me dis, c'est drôle quand même que les gens voient pas que ça crée une obsession pour la couleur de peau, alors que fut un temps où on pouvait comme être autre chose qu'une couleur, là. Tu sais, là, c'est comme ridicule à quel point on ne se résume qu'à ça. Là, tu parles de discrimination parce que tes enfants sont blancs, là. Tu penses qu'ils pourraient en vivre? S'ils peuvent quoi? Penses-tu qu'éventuellement, ils vont vivre de la discrimination pour être des hommes blancs? Ben, je sais pas, ça, on va être rendu où? Tu sais, il y a Richard Reeves en ce moment qui fait du travail colossal avec son livre of Boys and Men, il parle à quel point que les garçons ont été délaissés, puis que le système éducatif, tu sais, favorise les filles, puis les petits gars, il faut qu'ils aillent dehors puis qu'ils bougent, puis que, tu sais, c'est pour ça qu'on les médicamente à côté. Les talents, c'est ça, fait que là, il y a un mouvement, je pense, juste avec on est super chanceux avec Jonathan Haidt aussi, tu sais, qui parle des réseaux sociaux, puis de repousser ça jusqu'à 16 ans, 18 ans. C'est même pas important, c'est pas nécessaire, il n'y a rien de bon qui vient de ça. Mais pourtant, dans les écoles, tout est fait sur des écrans maintenant. Je sais pas, ça fait longtemps que j'étais allée à l'école. Ouais, mais c'est ça, mais puis tes enfants, ils sont pas encore. C'est sûr que moi, je parle beaucoup de l'école à la maison, je fais beaucoup de podcasts là-dessus, j'ai beaucoup de parents qui m'écrivent Il y a des parents, beaucoup, qui me suivent, qui font l'école à la maison, mais il y en a aussi leurs enfants sont à l'école. Puis il y a une maman qui m'écrivait hier pour me dire... son petit garçon, sa fille, je sais plus, il est en 4e année. Puis elle a demandé à ce que les devoirs soient faits par papier. Puis elle a dit, la prof m'a regardé comme si j'étais folle, mais au moins elle a accepté. Puis je dis, mais c'était quoi l'autre option? Elle dit, par iPad. Tout est fait par iPad maintenant. Puis tu sais, à 10 ans, c'est très jeune pour passer une journée sur un iPad, là. Absolument. Passer la journée. Puis je pense qu'il faut faire la distinction entre... On veut pas bannir l'Internet à la maison. Là, si tu as une recherche à faire, si on veut aller voir un truc sur YouTube, comment fabriquer quelque chose, puis c'est super important, là, c'est une richesse, puis il faut en profiter. Mais après ça, c'est juste de doom scroller comme moi je fais sur X, de doom scroller ou d'être sur Snapchat, puis constamment en communication comme ça. Au lieu comme non, va jouer dehors, va taper une branche sur le bord de la roche, voir ce que ça fait. Fais de la musique, on a un piano à la maison. J'ai vu l'effet juste de la télévision sur mon fils. À un moment donné, je me suis dit, je pense qu'il est à l'âge où on pourrait faire une petite demi-heure. Écouter Passe-Partout, écouter quoi que ce soit à la télévision. Puis j'ai vu ce que ça fait pour moi aussi. Ça me donne un break. OK, ça marche, là, il est là, puis il regarde. Puis la télévision était dans le sous-sol. J'ai un piano aussi dans le sous-sol que je venais d'acheter. Puis notre routine après la garderie, c'était d'aller jouer des chansons des Beatles sur le piano. Puis lui, il capotait. Première chose en arrivant, 1 an et demi. Beatles, piano, papa. Fait que là, on descend en bas. 1 heure de temps. Là, il se perdait là-dedans. Il écoutait, il chantait avec moi. J'ai des frissons juste j'ai pris j'ai pas pris des photos avec mon iPhone, mais j'ai pris des photos dans ma tête de moments de pure joie, de voir mon fils me regarder avec un sourire, pendant que je joue une chanson, puis qui chante Yellow Submarine avec moi. Puis j'ai vu, quand j'ai introduit la télévision, mais là, quand il disait en haut, je veux descendre en bas, aller jouer du piano, mais quand on arrivait en bas, il allait sur le divan, puis il dit, je vais écouter les Minions. Fait que là, à ta minute, là, on vient de... C'est la priorité maintenant, c'est plus attirant, c'est séducteur. Voilà, fait que après 2 semaines, j'ai fait, je cache la télé, elle est partie. Pour vrai? Oui, puis elle n'est plus là. Puis maintenant, on fait la même chose, les Beatles, avec la guitare. On a un gros livre des Beatles, puis c'est lui qui choisit les tunes. Il est capable de les lire à 2 ans et demi, c'est hallucinant. Fait qu'il connaît tout. Ce matin, c'était All You Need Is Love. Demain, c'est No Reply. Après ça, c'est... c'est pratique aussi d'avoir un jukebox comme père, là. Ouais, ben c'est ça. C'est l'activité de post-garderie. Puis je vois à quel point que ses yeux s'illuminent, puis qu'il est content, puis qu'il en parle aux amis quand ils viennent à la maison. Il dit, veux-tu jouer une chanson des Beatles? Puis là, les invités sont juste flabbergastés. Là, mais c'est intéressant parce que c'est une discussion qu'on a eu beaucoup comme parents, le rôle de la télévision dans notre vie. Puis quand le deuxième arrive, c'est devenu comme plus... les 2 premières années de vie de ma fille, il n'y allait pas. Il n'y avait pas de TV à peu près jamais. Là, des fois, FaceTime avec les grands-parents, mais c'était plus un mode de communication que... Mais tu sais, à un moment donné, on a introduit... Puis tu sais, c'est ça aussi que des fois, je me dis, il faut être capable de faire la part des choses entre faire 6 heures de TV par jour, puis mettre ton enfant sur un écran qui joue à des jeux vidéo, puis qui a un avatar, comme l'article de la presse a dénoncé là, récemment, puis j'en parlais sur les réseaux sociaux dernièrement, que les enfants sont tellement dissociés qu'ils savent plus.
ils sont eux. Ils pensent qu'ils sont leur avatar à 5 ans puis à 6 ans. Fait qu'ils arrivent à l'école, puis les profs ne savent plus comment s'adresser à eux parce qu'ils répondent pas quand tu parles à eux. C'est comme voir que tu n'as pas vu ton enfant, t'es dissocié. Fait que tu sais, quand ton enfant est rendu dissocié en permanence, il y a un petit problème. Tu sais, c'est une chose d'écouter Passe-Partout une demi-heure, 2 fois dans la semaine, c'en est une autre d'être dissocié en permanence parce que tu es constamment sur des jeux. Fait que tu sais, je pense que c'est la modération à bien meilleur goût. Puis tu sais, là où je suis inquiète par rapport aux écrans, c'est justement que on n'est pas dans la modération. Si c'est rendu que les écoles trouvent ça plus facile que les enfants fassent leurs devoirs sur iPad parce qu'après ça s'envoie par email, parce que la correction se fait tout seul, parce que gna gna gna. Je comprends la facilité, mais à vouloir trop de facilité, on sombre dans une espèce de paresse intellectuelle ou même où tu vois ton fils qui était comme séduit par la télévision plutôt qu'avoir envie de faire des chansons qui est tellement plus riche comme moment. Puis tu sais, je pense que chaque parent est confronté à ce dilemme-là parce que maintenant, ça arrive que nos enfants écoutent la TV, on n'est plus aussi drastique qu'on l'était, mais c'est pas à tous les jours. Premièrement, c'est quasiment jamais en semaine. Puis c'est vraiment quand on a besoin de faire le souper ou qu'il faut que je prenne ma douche toute seule avec les enfants, tu sais, comme un 15 minutes. C'est toujours dans une situation où c'est pour m'alléger un peu, mais après, je reprends mon rôle de mère, tu sais. Ouais. Il n'est jamais sur pause plus qu'1 heure, mon rôle de mère, là. Puis tu sais, c'est là où je trouve, comme parent, il faut qu'on se questionne sur des enjeux. Tu sais, mes parents ne se sont sûrement pas posé la question comme ça, là. Puis pourtant, j'écoutais la TV en tabarouette quand j'étais petite, là. On a joué beaucoup dehors aussi, mais tu sais... Mais c'était pas sur commande. C'est ça aussi, c'est ça. que là, on descend à 11h17, puis on peut commencer l'émission du début. C'est ça. Alors que là, tu sais, dans le bon temps, point. il y a un rendez-vous, Passe-Partout, c'était à 6h30, puis si t'arrivais en retard, tu manquais le début. Fait que, puis quand ça finissait, c'était pas on le remet, c'était pas je veux regarder un autre épisode. C'est ça. Fait qu'il y avait comme, bon, ben t'as une période entre 6h30 et 7h30 où tu peux écouter Sesame Street ou Passe-Partout ou je sais pas quoi. Puis là, aujourd'hui, tout est sur commande. Même chose avec la musique, tu sais, je veux dire, dans l'auto, des fois, mon fils, il me demande de la musique, mais on est dans le bois, puis il n'y a pas de signal. Ouais, c'est ça. Moi, puis là, c'est une crise en arrière. Fait que je suis comme, mais comment expliquer à un enfant de 2 ans, tu sais, que là, en ce moment, Internet ne rend pas, puis c'est pas de faire. Puis, hey, dans le temps, on écoutait la radio, puis si la tourne a passé, elle passait. Là, puis fait qu'il y a comme, il y a vraiment un luxe en ce moment qu'on a toutes de même, tu sais, que ce soit, on se commande une pizza ou on commande une chanson en 2 secondes. Dans le temps, c'est comme, bon, on va aller acheter l'album quand il sort, puis c'était vraiment toute une opération, là, consommer de la musique, ou un film, aller aux vidéos, tu sais, il y avait comme, il y avait tout. Ben, il y avait un rituel, puis t'arrivais, puis il y avait un gamble aussi qu'il soit pas là le film, puis qu'on choisisse quelque chose d'autre, puis ça n'existe plus, ça. Puis je dis pas que c'est bon, mauvais, whatever, mais il y a définitivement quelque chose qui a changé. Il y a un travail à faire pour aller chercher la chose ou être à l'heure à la chose. C'est ça qui est précieux du sport, tu sais. Si les gens qui aiment écouter le match de hockey, ben ils commencent à telle heure, puis c'est ça. Si t'arrives en retard, tu manques le premier but, too bad. Ouais, c'est ça, il va pas revenir. Il y a quelque chose de très... Puis c'est ça qui est beau, si on peut faire on parle de politique où il n'y en a plus, ou presque, c'est dans le sport. Moi, je me souviens, le Canadien, quand il s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, quand il a éliminé les Golden Knights de Vegas en 2021, là, c'était il y a quelques années, c'était la Saint-Jean. Je veux dire, moi, je suis sorti de mon appartement à Montréal avec Audrey, puis on est allé faire des high-fives. C'était pendant la pandémie. On faisait des high-fives au monde. On célébrait dans la rue. J'avais aucune idée si c'était Québec solidaire, conservateur, PQ. C'était juste, hey, notre équipe, notre gang s'en va en finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1993. Puis c'était juste un moment d'euphorie totale où il n'y avait pas de politique. Puis ça faisait tellement du bien. Ouais, c'est ça, surtout dans ce contexte-là en 2021. Ben oui, c'était extraordinaire. Puis moi, ça m'a nourri. Je ne sais pas si tout le monde s'en est rendu compte, mais c'est vraiment précieux ce qu'on vit là, en ce moment. Mais c'est ça qui est beau du sport aussi. Tu sais, moi, j'ai été une fan finie des Olympiques jusqu'à 2020 où là, soudainement, j'ai comme déchanté parce que je trouvais que c'était rendu... ça avait été comme hijacké par les globalistes. Là. Bon, ça a été hijacké depuis longtemps, mais mon but étant... je trouve ça beau, l'esprit sportif. J'adore regarder des compétitions sportives. Puis j'ai juste un flash quand ça a été les Olympiques à Vancouver en 2010, quand c'était la finale de hockey, là, le but, là, tu sais, que j'ai l'impression que c'était l'hiver, les fenêtres étaient fermées, puis j'ai l'impression que j'ai entendu hurler Montréal quand on entendait crier dans les rues, on entendait les voisins crier à travers nos murs en carton. Tu sais, c'est ça aussi qui est beau du sport. On peut aussi démoniser des fois que c'est vraiment rendu que c'est comme une industrie, puis c'est du pain des jeux, ça fait une diversion pour qu'on parle pas des vrais enjeux.
Mais des fois, c'est vrai qu'il manque un peu cette légèreté-là, je trouve, dans ces années qu'on vient de vivre. Et le talk radio, tu sais, rappelle-toi de Ron Fournier, tu sais, juste son émission après le match, les gens qui appelaient, là, des chauffeurs de taxi haïtiens, tu sais, J'ai jamais écouté, mais non, mais les gens appelaient juste comme, moi, Carey Price, c'est fini, on devrait mettre à l'acte d'un but. Comme, tu sais, il y avait juste, on parle de hockey, puis il y avait, c'était tout le monde. Puis ça me fait penser à quelques invités que j'ai reçus à l'international. Thomas Chatterton-Williams, Tomiwa Owalde. Il y a une couple d'invités que j'ai eus qui sont... j'ai ce terme-là, mais la communauté noire. Je veux dire, OK, bon, c'était des blacks. Il y en a un qui est américain, l'autre, Tomiwa Owalde, c'est un gars du UK qui a écrit un livre, un auteur, qui est du Niger, mais qui habite au UK maintenant. Okay. Puis lui, toutes les politiques identitaires, c'est comme l'épisode des Sopranos. Je sais pas si tu as déjà écouté les Sopranos. Non. Mais bon, famille italienne, New Jersey, américaine, de mafia. Puis là, finalement, ils font un voyage, tous les gangsters ensemble, puis ils s'en vont en Italie pour la première fois, mais ils sont jamais allés. Puis eux autres, ils pensent qu'ils vont arriver là, ils vont être accueillis en roi. Mais les Italiens, eux, ce qu'ils voient quand eux arrivent, c'est des Américains. Oui, ils reconnaissent pas les Italiens. Des Italiens. OK, ouais, tu ressembles un peu, mais... Puis ça, j'ai 3-4 invités qui m'ont dit la même chose. Eux, comme Tomiwa, il a une couleur de peau extrêmement noire, foncée, mauve, là, puis il habite au UK. Il dit, mais moi, je suis British, je suis londonien. Un peu comme mon ami Adib Al-Khalidé, qui est un de mes amis les plus précieux. Lui, il n'est pas irakien, il n'est pas... Oui, il est arabe, tout ça, mais il est québécois, d'ailleurs. Son spectacle s'appelle Québécois Tabarnak. Puis c'est comme à quel point que les gens... Quand il grandissait, il lui disait, il le voyait comme immigrant, il le voyait, il a fui le régime Saddam Hussein, puis tout ça. Mais c'est à quel point qu'il devient québécois, tabarnak. Puis c'est ça le show. Puis c'est tellement touchant parce que il fait tout. Je veux dire, il écoute Jerry Boulet, puis je veux dire, il est dans un petit village, puis il vit avec sa communauté, puis il participe au Québec, il est amoureux de la culture québécoise. Comme Boucard Diouf aussi, là, oui, qui ont ça, intégré exactement. à fond la culture. Exactement, tu sais, puis ça, lui, il est Team Québec, tu sais, no matter what happens. Puis Tomiwa Owalde, lui, est Team UK. Il dit, moi, ma sœur s'est mariée, on est allé au Niger, tu sais, faire le mariage. Tous ses amis pensaient, encore une fois, comme les Sopranos, être accueillis là, comme « Wow, c'est notre terre », tu sais. Puis ils étaient complètement déstabilisés, puis ils ont fait « Wow, on est beaucoup plus anglais ou américain qu'on est d'Afrique », tu sais. Fait que puis il a fait, c'était vraiment une bonne leçon pour ma sœur et ses amis, à quel point c'est comme « Non, il faut si on arrive à une terre adoptive, mais tu sais, on n'oublie pas nos racines, on n'oublie pas notre culture, mais sauf que là, il y a une culture commune, on fait partie d'une équipe, là, c'est merveilleux. Puis ça, on le perd avec les politiques identitaires. C'est ça que tu allais dire, en fait. Pour l'école, je fais tout un lien. J'ai une invitée qui a été à Peterson récemment, qui est venue à mon podcast, Catherine Beer, je vais massacrer son nom, Beer Balsay, mais qui est en fait, elle est headmistress de l'école qui a le plus de succès au UK en ce moment. Okay. C'est vraiment une grosse prise. C'est la plus grosse prise de mon podcast à date. Elle est magnifique. Puis elle, dans son école, pourquoi ils ont tant de succès? C'est qu'il n'y a pas de politique identitaire, malgré que c'est un milieu défavorisé, que les gens ils viennent de tout background. Puis, mais non, on est une équipe dans notre école, puis tous les élèves, looking out for each other, ils chantent l'hymne national de l'Angleterre avant le cours. C'est plus traditionnel comme approche. Il n'y a pas d'écran, il y a un silence dans les corridors. C'est très strict, mais c'est par amour. Puis tu écouteras l'épisode, pour vrai, c'est hallucinant. Puis c'est quelqu'un qui vient d'un background indien, afro, puis elle est comme, je veux rien savoir, puis surtout pas de luxury beliefs, tu sais, des gens riches, blancs, qui disent à des minorités visibles comment agir, puis vous êtes opprimés, puis tout ça, comme, fuck you, elle dit, moi, je le saurais, là, je travaille avec des enfants à journée longue, défavorisés, puis tout ça, reste chez vous, va jouer au golf, fais ce que tu veux, pars ton blog, mais sauf que moi, je vais gérer mon école, puis on a le plus de succès en mathématiques, partout au pays. Mais je pense que c'est en train de... Ça fait un temps, ça aussi, là, l'extrémisme de la politique, de vouloir créer du racisme, il y a beaucoup de Noirs, beaucoup de gens, ben là, c'est pas forcément des gens racisés, là, je sais plus c'est quoi le bon terme pour le dire, mais qui disent qu'ils en ont assez de ça. Tu sais, je regardais justement parler de Warren Smith avant de commencer, que j'aime beaucoup, je suis sa chaîne, puis je le trouve super brillant. Puis il parlait de... Il mettait un extrait, c'était un Noir qui était sur scène, puis il y avait une fille qui se levait, une blanche, puis elle commençait à lui dire comment que... Finalement, elle faisait le tapis, puis là, elle disait comment que elle s'excusait d'être blanche, puis d'avoir comme malmené sa vie, puis tu sais,
Puis il disait, moi, je vais très bien, là. T'as rien fait ici, là. Puis là, il disait, dis-moi concrètement, en quoi, toi, tu as un impact négatif sur ma vie? Elle était comme, mais non, mais mes grands-parents, ils ont comme... Non, on parle d'ici et maintenant, là. Il dit, moi, ça va très bien, je suis dans une bonne posture. Puis là, tu sais, elle voulait tellement être dans une position de s'excuser de l'avoir malmené qu'elle se mettait à pleurer. Puis là, vous comprenez pas. Puis là, tu sais, c'était comme... Elle se faisait complètement détruire parce que lui, il restait dans sa posture de... Je suis pas d'accord, c'est pas vrai. On parle du passé, mais dans l'ici maintenant, on n'est pas une communauté malmenée, on n'est pas... j'ai une très belle vie, j'ai une belle carrière, en fait, je fais beaucoup d'argent, tout va bien, tu sais, puis tu peux pas... si ça se trouve, tu sais, t'es peut-être plus défavorisé que moi, ou peu importe. Fait que, tu sais, faut arrêter de dire que vous avez comme un avantage sur nous, parce que peut-être dans le passé, il y a comme 150 ans, il y a eu de l'esclavage dans le pays, là, tu sais, c'est comme si on n'est pas dans le moment présent. Puis elle, finalement, elle finissait à être complètement défaite, là, à pleurer, elle était en larmes, puis c'était la fin du monde, parce qu'il l'avait pas compris dans son désir de se repentir. Je pense qu'elle cherchait un peu son absolution. Mais tu sais, Warren Smith faisait donc l'analyse de ça en montrant à quel point c'était comme rendu un peu ridicule, parce que dans l'ici et maintenant, on n'a pas d'esclavagisme. Au contraire, les Noirs sont plutôt favorisés si tu veux travailler en cinéma demain, puis que tu n'as jamais tenu une caméra de ta vie, mais que ça donne que tu es noir, tu as des esprits de bonne chance de travailler, là. Mais si ça fait comme 20 ans que tu fais ton métier, que tu es extrêmement bon, puis tu veux être caméraman, mais que tu es un homme blanc, ben là, tu pars comme avec un strike contre toi parce que là, il y a une fille qui on va prioriser des filles. Écoute, il y avait un post cette semaine sur Facebook, c'était « Je cherche une caméraman », puis il était écrit en lettres majuscules « une », et ne postulez pas si vous êtes un homme. Tu sais, on est là. Mais moi, en tant que femme, ça m'insulte parce que je me dis, si on est talentueux, peu importe que ce soit comme que tu sois un chien, une vache ou une fille ou un homme, tu devrais être capable de te faire engager en fonction de ton talent. Mais là, c'est comme si c'est de la discrimination. De faire « Ouais, t'es moins bonne, mais on va te prendre parce que tu fais pitié. » Mais c'est insultant. C'est insultant. Ouais, c'était insultant pour Kamala Harris aussi, là, d'être un DEI hire au final. Mais ce que tu parlais d'esclavagisme tantôt, les Blancs n'ont pas le monopole sur l'esclavagisme non plus. Ça. En ce moment, aujourd'hui, en 2024, il y a plus d'esclavagisme qu'il n'y a jamais eu. Il y en a plus qu'il y en avait avant. Tu parles de toutes les conditions en Asie, puis de... Ben, il y a de l'esclavagisme. Les nombres records, tu peux regarder sur Wikipédia, c'est en Inde, en Chine et dans le Moyen-Orient, il y a plus d'esclavagisme. C'est pas les Blancs qui font l'esclavagisme là, en ce moment. Fait que les Blancs, on le dit pas, on veut pas le dire, mais on abolit l'esclavagisme. Aussi, oui, c'est ça. Quand même un grand geste, quelque chose qui est arrivé. Puis oui, je veux dire, toute civilisation, toute couleur de peau a de l'esclavagisme dans leur passé. C'est non négociable. Fait qu'après ça, il y a vraiment... Puis je l'ai cru moi aussi, fait que je comprends d'où ça vient, je comprends la bulle, je comprends l'endoctrinement, je comprends les slogans qui sonnent bien. Puis moi aussi, je l'ai posté, le petit carré noir, Black Lives Matter. Oui, moi, moi, quand j'ai commencé à voir les livres apparaître, c'est la pandémie, on était mêlés raides. Puis là, je voyais des livres apparaître de White Fragility, puis tous ces livres de sauce-là qui sortaient. Tu sais, j'ai fait dans la bien-pensance de la communauté artistique, puis de vouloir faire partie de la bonne gang, tu sais, de Penelope McQuaid. Tu as changé ta photo de profil pour un carré noir. J'ai mis le carré noir, puis après ça, je me suis fait attaquer parce que j'avais pas mis le bon hashtag. En disant, là, tu nuis à la cause parce que tu as mis Blackout Tuesday au lieu de BLM Tuesday. Je me souviens plus c'était quoi. Je fais, là, j'ai mal fait ma bien-pensance. Puis et voilà. Fait que, tu sais, je le sais à quel point que c'est séducteur, la bien-pensance. Puis, le EDI, ça sonne bien. Tout c'est 1984, c'est orwellien, tout ce qui se passe en ce moment. Puis, j'aimerais ça souligner en passant, ça me fait penser à ton travail à toi, mais ce qui est super important, puis ce que tu fais super bien, c'est que tu t'exprimes bien en français. C'est le look de ton entreprise, le branding de ton podcast, tout ça, c'est bien fait, c'est élégant, c'est raffiné, c'est beau. Puis ça, c'était quelque chose que, pendant la pandémie, je comprenais dans le fond qui s'attaquent, mettons, aux complotistes, aux gens qui étaient des voix dissidentes, parce que c'était un peu tout croche leur affaire. Puis oui, c'est vrai que ça parlait mal, puis que c'était pas... Mais on entend... Quand on s'intéresse à ce qui se passe au UK, aux États-Unis, puis il y a des voix très éloquentes et très brillantes, et je veux dire, des Neil Ferguson, Barry Weiss, Ayaan Hirsi Ali, de plein de backgrounds culturels différents, mais ils s'expriment d'un anglais juste
Raffiné. Tellement, tellement beau et éloquent. Ouais. Même des gens qui sont pas d'accord. Douglas Murray, il est extraordinaire. Puis Sam Harris s'exprime super bien, puis sont à l'opposé du spectre. Fait que tu sais, je pense que l'enveloppe en est pour beaucoup. C'est pour ça que quand on écoute le New York Times, The Daily ou CBC, les podcasts, le logo, il est beau, c'est bien enrobé, puis ça sonne bien. Puis ça existe depuis tellement longtemps aussi, là. Oui, puis même si on dit des conneries, mais les conneries sonnent bien. Puis c'est ça qui fait que le monde est à l'envers. C'est ça qui fait en sorte que je crois plus à ce média parce qu'il est plus élégant. Puis le tien, il est élégant, t'es pas en train d'hurler liberté, c'est sur le top de ton... C'est ça qui est important, c'est que puis les gens qui ont une voix dissidente, appliquez-vous, faites vos recherches, même si c'est mal vu. Je veux dire, éduquez-vous, regardez toutes les positions, peut-être que vous êtes trompé. Moi, je me trompe tout le temps. Mais après ça, puis j'utilise la phrase d'un autre infréquentable et un autre épouvantable, mais Tucker Carlson qui disait dans une entrevue récemment, il dit « Oh my God, it's so freeing to be wrong and to admit it. » Comme c'est réglé, c'est fini. De Tucker, il est tellement humble par rapport à ça. Combien de fois qu'il reconnaît qu'il a eu tort? Je veux dire, il le fait quasiment dans tous ses podcasts. J'étais tout croche. Et puis il parle à des voix avec qui il n'était pas d'accord dans le passé. C'est ça, Naomi Cuomo, il l'a reçu. Cuomo. Puis Cuomo est comme « Pourquoi tu t'acharnais sur moi? » Puis tout ça. Il dit « I'm a bit of an asshole. » Tu sais, comme il l'admet. Il dit « Ma femme me le dit tout le temps. Tu sais, je suis un loudmouth. » Puis c'est comme, c'est beau de voir quelqu'un mais dans son Cuomo a imperfection. été vraiment bon joueur aussi d'aller. Puis je pense, dans l'histoire, c'est lui qui a contacté Tucker Carlson pour aller à son podcast. Fait que, tu sais, quand même, après s'être fait bâcher dessus pendant des années, j'ai trouvé qu'il a été très bon joueur. Puis il est allé à Patrick Bet-David aussi faire un podcast. C'est tous des noms, tu vois, on a les mêmes références. Puis c'est tellement des voix importantes. Puis il y en a plein là-dedans qui s'entendent pas, puis c'est correct. Mais au moins, il y a une diversité comme d'opinions, ce qui existe moins. Puis ton rôle est très important au Québec aussi parce que toi aussi, t'as ton approche qui est très intellectuelle. Tu sais, des fois, je trouve ça dommage qu'au Québec, ça lève pas tant. Tu sais, peut-être que mon ton est trop intellectuel ou peut-être que mes algorithmes sont juste comme fâchés après moi parce que j'ai dit plein de choses que j'avais pas le droit de dire pendant les dernières années. Mais... moi, c'est moi, puis je vais pas commencer à m'exprimer tout croche. Mais je pense que c'est important d'offrir ce produit-là au Québec parce que je vois une pénurie. Il y en a vraiment pas beaucoup. C'est des discussions intelligentes, puis éloquentes. Le culture shift est en train de se passer, fait que tu vas être du bon côté au final avec tes rencontres. Je pense que ça va arriver le culture shift jusqu'au Québec. Moi, j'ai des gens qui me le disent, qui écoutent le podcast, des amis artistes à moi qui font comme « Wow, tu fais vraiment un travail, comme je sais pas c'est quoi tes chiffres, je sais pas c'est... » Tu sais, des fois, je me sens seul, je sais pas, s'il y a tant de monde, j'ai même pas envie de les regarder. Tu regardes pas? Des fois, je fais « Oh wow, il y a eu 3000 écoutes sur cet épisode-là, il y a eu 10 000 là, parce que ça a été partagé par l'auteur en question. Il y a des gens qui sont plus généreux avec le partage, puis il y en a d'autres qui font juste « Hey, j'ai fait de l'entrevue, puis c'est tout. » C'est tout, c'est ça. Fait que, tu sais, ça change d'un épisode à l'autre, mais après ça, c'est comme, non, mais graduellement, tu y vas, puis tu vas avec ta sensibilité, tu y vas avec ton humilité, puis il y a quelque chose qui est en train de changer en ce moment, puis oui, peut-être au Québec, ça prend un peu plus de temps. Mais tu y crois. Mais j'y crois, puis tu sais, je suis allé faire le podcast, moi je les connaissais pas du tout, je suis allé faire le podcast de Yann et Frank, puis je suis allé souper avec lui quand j'étais à Québec, avec Frank. Okay. Puis... je disais, quel humain extraordinaire, je veux dire, super brillant, cultivé. Un podcast qui s'appelle aussi Le Dédômeur. Oui, mais c'est ça, le monde me parle de ça depuis 20 ans. Depuis 2020, je veux dire, mais je l'ai pas suivi, mais je pense qu'il a été très important, lui aussi, dans les dernières années. Les gars, ils font du bon travail. Oui, puis il travaille avec Jean-François Caron, que j'ai reçu, justement, dernièrement à mon podcast, qui est un super intellectuel, brillant. Fait que, tu sais, ils sont associés avec des... C'est important qu'il y ait du monde comme eux. Puis je pense qu'ils sont avec de Filion aussi, ça se peut-tu? J'ai aucune idée. Ok, je suis pas sûre. C'est toute réserve de pas dire n'importe quoi, mais on est quand même pas une grosse gang à se permettre d'avoir comme une diversité d'opinions. Espérons que ça va changer. Sais-tu pourquoi? En fait, il y a une statistique qui est sortie il y a quelques semaines, puis c'est ma fiancée qui m'a souligné ça. Sur X, ils ont dit qu'à MSNBC, les codes d'écoute en ce moment, MSNBC est en train, puis ça prouve que c'est les compagnies pharmaceutiques qui gardent ça sur le respirateur artificiel. C'était 85 000 de codes d'écoute la fin de semaine avec un de leurs top, MSNBC, un genre de Anderson Cooper, là, ou je sais pas quoi, ou Rachel Maddow. C'est une catastrophe. 85 000, puis là, j'envoie ça à ma blonde, puis elle dit, mais voyons,
Au Québec, ça, c'est genre, l'émission est cancellée, juste au Québec. Mais ça se peut pas, ça. Fait que ça démontre à quel point, aux États-Unis, il y a un culture shift. Les médias sont vraiment... Si c'était pas des compagnies qui gardaient sur le respirateur artificiel, ils meurent, là, je veux dire. Puis le signal est maintenant sur X. Ouais. Au Québec, si la poule aux œufs d'or a 1,2 million de codes d'écoute, ben ça en dit beaucoup sur les gens aussi qui font comme, j'aime mieux écouter la poule aux œufs d'or, j'aime mieux écouter... Attends, mais il n'y a personne qui écoute la poule aux œufs d'or, y a-tu du monde? Ah oui, ça fracasse les records. Non, pour vrai? Ben, c'est pour ça que ça existe encore. Je savais même pas que ça existait. Elle travaille en télé, fait qu'elle le voit, là, tu sais, puis elle fait, tu sais, les émissions, que ce soit Martin Matt Live, ou que ce soit Tout le monde en parle, ou que ce soit quoi que ce soit. Occupation double. Les gens écoutent, sont au rendez-vous pour écouter La Voix, sont au rendez-vous pour écouter Occupation double. Ils sont au rendez-vous pour écouter le podcast j'oublie comment ça s'appelle, les deux filles qui parlent de cul. Oh mon Dieu, sexe oral. Ils s'intéressent pas à Michael Schellenberger, puis Matt Taibbi, puis Stéphane Bureau, là, tu sais. C'est comme, c'est tellement enrichissant. Le sexe oral, la première fois qu'on m'a parlé de ça, j'étais OK, il paraît que c'est The Podcast au Québec, je m'en vais voir. Je suis comme, mais ils font juste parler de cul, puis tu sais, c'est comme cru. OK, mais qu'est-ce qui se passe avec le Québec? Bon, non seulement qu'ils parlent de cul, c'est parce qu'ils parlent aussi d'Israël-Palestine. Des fois. Sans avoir jamais écouté un débat entre Douglas Murray puis... Mais non, mais c'est ça, tu peux pas parler de ces sujets-là si en tout cas, tu as une responsabilité quand même publique quand tu prends parole sur des enjeux aussi importants. Il faut que tu sois informé quand même un tantinet, là. Sinon, ça s'appelle de la désinformation. Puis après ça, ces gens-là vont dire « Ah, c'est épouvantable, il y a des gens qui écoutent Tucker Carlson ou Joe Rogan. » Alors que, tu sais, je le vois chez des amis qui me disent « Ah, je l'haïs, lui. » Parlant de Joe Rogan. Puis je fais « Ah », puis je pose la question un peu comme Warren, j'oublie son nom. Warren Smith, comme « Ah ouais, tu l'haïs comme la haine, c'est quand même un sentiment assez fort. Oui. Pourquoi? » Ah ben j'ai vu un clip passer, un peu comme toi tu disais tantôt, les gens vont être vite sur le jugement. Je suis comme, mais prends un invité que t'aimes, là. Prends Miley Cyrus. Un podcast par jour, quasiment. Là. Prends Miley Cyrus ou Post Malone ou Bernie Sanders. Ou il y en a reçu du monde. Il y a reçu tout ce monde-là que tu viens de nommer? Oui, les Black Keys sont allés. Tu sais, c'est la musique que t'aimes, ou Snoop Dogg, ou je sais pas, n'importe qui. Là, tu sais, on prend pas quelque chose de politique, là, mais quelqu'un juste que, hey, t'es fan de cette personne-là, tu veux l'entendre parler pendant 3 heures. Gabor Maté, tu sais. C'est le meilleur podcast. Voilà, fait que prends ça, va l'écouter, puis reviens-moi, puis me dire que tu l'haïs. Tu sais, Joe Rogan est très de gauche, encore une fois, historiquement. Oui, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qui est vraiment impressionnant, c'est que c'est le seul podcaster, mis à part toi, qui n'a pas de notes sur sa table, qui n'a pas de laptop. Il y en a des bons, là, Lex Friedman. Lui, ça fait 15 ans qu'il fait ça, puis qu'il est assis, puis comme « Hey, what's going on? » Puis on jase avec n'importe qui. Des gens qui parlent d'intelligence artificielle, et qui parlent d'abeilles, qui parlent d'exploration spatiale, de n'importe quel sujet. Et c'est un curieux. Oui, c'est ça. Puis il va parler à n'importe qui. Il y a une culture assez extraordinaire, parce que quand il sort, il y a Jimmy à côté qui sort tout. Il est chanceux d'avoir comme... Il a pas besoin de ses notes. Oui, j'ai mon Jimmy. Mais il y a quand même moi, ça m'impressionne, là, des fois, la conversation qu'il avait eue avec Matt Walsh dernièrement, où il commence à... Matt Walsh, il dit moi, je reviens pas qu'il y a du monde qui croit que l'homme n'est pas allé sur la Lune. Puis là, ça paraît qu'il est comme plein de jugements. Puis là, Joe Rogan, il dit moi, j'ai reçu dernièrement Bart Sibrel, que j'ai reçu aussi dernièrement. Puis là, il commence à y dire pourquoi il pense que l'homme n'est pas allé sur la Lune, puis pourquoi finalement c'est avéré. Et puis tac, c'est une demi-heure où il détruit Matt Walsh. Puis Matt Walsh essaie, ça paraît qu'il ramène des arguments, mais il connaît tellement, il n'a pas besoin, il est tellement passionné sur les sujets qu'il connaît, il a tellement les arguments. C'est ça qui est le fun de Joe Rogan, c'est ça qui est le fun de ce genre de personnes-là qui ont... Tu sais, c'est ces genres de personnes que tu veux dans un débat, dans un souper, parce que ma mère, elle me dit tout le temps « Hello, j'aimerais ça expliquer à mes amis pourquoi Trump, c'est pas une catastrophe qu'il soit rentré au pouvoir. » Mais je sais pas les arguments, je sais pas comment leur dire. Tu sais, je connais pas. Mais tu sais, il y a du monde qui arrive à table, comme toi, là, qui connaît tous les noms, qui cite... C'est hot parce qu'il est bon là-dedans, il n'a pas besoin d'être préparé. Puis tu sais, le rôle qu'il a joué dans les 4 dernières années, selon moi, de Joe Rogan, et la quantité de monde qui sont passés à son podcast lui ont dit, c'est tellement important parce que oui, Tucker, oui, Joe, PBD sont rendus le mainstream media. C'est eux le mainstream. C'est 10 millions d'auditeurs en moyenne par podcast, je pense, Joe Rogan. C'est plus que combiner tous les médias traditionnels. C'est hallucinant. Puis, tu sais, un exemple, on parle de musique parce que je suis musicien, mais tout l'incident avec la COVID puis avec Neil Young, avec Spotify, puis Spotify qui ont tenu leur bout. Ça, c'était surprenant. Mais c'est pas juste une question d'argent. Ils rapportent énormément. Oui, mais c'est le marché qui parle, tu sais, au final. Puis maintenant, il est revenu, tu sais, Neil Young. Mais
on parle d'élégance. L'élégance de Rogan dans tout ça, il était très transparent. Puis il a dit, moi, j'aime Neil Young. Là, j'ai pas de beef avec lui. Ouais. Alors que Neil Young, le boomer, a juste comme fait, il est dangereux. Puis c'est ça. C'est de la puis désinformation. Alors que la chose gracieuse à faire, la chose qu'il aurait pu agir avec grâce et avec ouverture, c'est faire « Hey, je vais aller au podcast, puis on va jaser, je veux mieux comprendre sa position. Puis c'est juste ça qu'on demande, c'est juste ça qu'on veut faire, puis c'est juste ça que Joe Rogan veut faire au final. Exact. « Hey, t'as l'air intéressant, Ouais, je veux en parler. » Il était prêt à recevoir Kamala Harris, d'ailleurs. Il était prêt à recevoir Hotez, puis RFK, puis qu'elle allait donner, je sais pas, 10 millions à une charité de leur choix, une cause de leur choix. Puis au final... c'est Hotez qui a refusé le débat. Fait que la gauche aussi ne semble pas ouverte trop à débattre. Il y en a que oui, mais sont pas... Como, là, c'est à peu près ça. C'est beau de voir des gens... c'est ça, les gens de droite sont souvent plus willing d'aller jaser avec d'autres mondes. Puis on l'a vu, ça c'est l'histoire de la campagne de Kamala Harris. C'est que c'est campaign manager, on dit non, va pas à Rogan, on va y aller, mais si on peut contrôler le narratif, puis si tu viens à lui 45 minutes, puis j'en parlais avec un ami, j'ai dit, écoute, Art of the Surge, le documentaire sur Trump, sur la campagne Trump, qui est sorti, produit par le Tucker Carlson Network, puis moi j'ai vu des choses que c'était tellement impressionnant. C'était comme des épisodes de Ozark de 28 minutes. Ça finissait, il fallait que tu en écoutes un autre. C'était du bonbon. Là. C'était vraiment excellent. Tucker Carlson Network? C'est sur X. C'est gratuit. Okay. Ah oui, d'accord. Puis il y a 6 épisodes. C'est du bonbon. Puis de voir comment ça se passe vraiment dans les coulisses. Là, comme on pense qu'on voit tout là, sur le web, là, mais là, tu vois des affaires que tu n'as jamais vues. Puis tu vois à quel point que Trump il aime les gens. Puis c'est le côté qu'on ne voit pas de lui. Puis que c'est un cheval. Puis qu'il a son endurance. Puis c'est incroyable. Puis je disais ça à mon ami qui comprenait pas trop le phénomène Trump, puis j'écoute ça, tu vas peut-être mieux comprendre, c'est super intéressant. T'es pas obligé de l'aimer, là, mais écoute là, c'est le fun. Ma blonde, elle a ri, elle a pleuré, c'est vraiment touchant, c'est comme tout le regarder ça. C'est excellent. Puis il dit, ouais, mais je suis sûr que si je voyais le même genre de documentaire sur Kamala Harris, ça me ferait le même effet envers elle. J'ai dit non, parce qu'elle n'est pas authentique. Elle est incapable d'authenticité. Puis c'est sûrement une bonne personne. J'ai rien contre Kamala Harris personnellement. Mais sauf que le fait que J.D. Vance, que Vivek Ramaswamy, que Tulsi Gabbard, tous ces gens-là dans la coalition Trump sont capables d'aller parler 3 heures de temps à Rogan sans montage, ben ça en dit beaucoup. Puis l'épisode avec Vance, avec Trump à Rogan, c'était exceptionnel. Il jasait de boxe, il jasait de n'importe quoi. Rogan, il a lancé l'invitation, il a dit on peut parler de n'importe quoi, de patinage artistique si tu veux, je m'en fous, juste parler à l'humain puis savoir c'est qui après la première heure de la cassette. Puis elle a été incapable de faire ça. Elle a été incapable d'aller être authentique puis vraiment parler à du monde. Fait que c'était une marionnette. Puis encore une fois, c'est avec aucune méchanceté. Non, mais c'est un fait, on l'a observé, c'est ça. Puis je pense que les gens ont parlé, puis c'est pas pour rien que Trump... Moi, je l'ai trouvé quand même brave. C'est rare qu'on voit des politiciens se prêter au jeu, d'aller s'asseoir tout bonnement 3 heures à un podcast. C'est jamais arrivé. Parler de... À un moment donné, il s'est mis à parler du UFC avec. Puis là, à un moment donné, je sais que vous êtes 2 geeks à parler vraiment trop intensément de mais c'était authentique. Il posait des questions à Joe Rogan et lui demandait... C'est ça, il était super intéressé. Qu'est-ce que ça fait les blessures à la tête? Puis là, Dana White me disait qu'il n'y a jamais eu de mort. Puis là, Rogan, c'est le spécialiste. Il commence à l'informer. Puis c'était juste... C'était comme une conversation, là. T'es dans un speakeasy puis tu jases. C'est ça. Puis il faut que tu sois capable de faire ça. Puis je pense que c'est le nouveau paradigme il va falloir, tu sais, RFK était capable de faire toute l'équipe de Trump. Elon est allé la veille de l'élection, 3 heures de temps, on ouvre les micros, puis il n'y avait rien de préparé. Là. Ça se sent, tu le sais. Comme là, nous, on n'a rien préparé, puis on jase. On savait qu'on aurait de quoi dire. On n'était pas trop inquiets sur notre capacité à parler. Mais en tout cas, bref, je trouve ça vraiment... Bon, tu nous as donné plein de bonnes suggestions, fait que les gens vont pouvoir aller écouter, mais ça, faut-il parler anglais? Sinon, ben il y a toujours la possibilité d'écouter nos podcasts. Il y a ton podcast qui s'appelle Bajada Dialogues. Bajada Dialogue. Bajada Dialogue. Donc, c'est super bilingue. Tu fais des entrevues en anglais et en français. Tu traduis pas tes entrevues en anglais, par exemple, ça se peut-tu? Tu n'as pas des sous-titres? Non. Ah, c'est ça, tu me casses la tête à faire ça. Mais je trouve ça important d'offrir un contenu en français à ceux qui me suivent. Beaucoup de gens ne parlent pas anglais, fait que c'est beaucoup mon monde. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup de travail, mais c'est de la job en ça, j'y ai jamais même pensé. Ah, mais je devrais. Mais oui, les intelligences artificielles ne sont pas encore à point. Mais ça, je pourrais t'en parler des heures. C'est pas intéressant, mais maudit que je me fais chier avec les traductions. Merci de t'être déplacé jusque chez nous. C'était un plaisir de te parler, de finir mon année 2024 avec toi.
Puis après, ben, ça va être juste l'exploration de nouveaux mondes pour nous sur la route. Puis j'espère te recevoir encore, ou peut-être irai-je visiter un jour ta magnifique maison dans le bois. Oui, absolument. C'est un honneur. Puis vous êtes tout le temps les bienvenus. Puis la prochaine fois, il faut qu'on parle de Bitcoin. Ah, crime pas, c'est niaiseux. Je m'étais dit, faut que j'y parle de Bitcoin. On a parlé tout sur le Bitcoin. C'est parfait. Ah, Seigneur, mais je voulais vraiment t'en parler. Ça nous donne une occasion de se Prochaine revoir. fois, il faut parler de Bitcoin parce qu'ils sont... En tout cas, félicitations pour le all-time high. Merci. J'ai vu que tu t'es fait un gâteau. Ah, ben c'était ma fête. C'était mon gâteau de fête. C'était le thème Bitcoin. Mais au lieu de mettre mon âge sur le gâteau, c'est la première année que j'achète mon propre gâteau de fête parce que ma blonde est avec le plus jeune. Puis, fait que je suis allé à l'épicerie, j'ai acheté le gâteau, puis j'ai acheté, je vais acheter 1 0 0. Il n'y avait pas assez de zéro pour faire le 100 000. Mais, t'as mis 100 000. OK, j'avais pas réalisé. Bonne fête en retard. Puis on se reparle de Bitcoin la prochaine fois. OK.